Et ça y est, ça enregistre. Aujourd'hui, je suis avec Mike de Paris. On va parler de drague, hein, un sujet que je méprise au plus haut point, dont j'ai jamais parlé sérieusement sur ma chaîne. Mais t'as eu du courage, Mike. Je te l'ai dit, les yeux dans les yeux. Genre, je t'invite, on en parle, il n'y a pas de sujet, mais je vais très mal en parler. Et t'es resté droit dans tes bottes. Tu m'as dit, OK, il n'y a pas de souci. Bah, du coup, respect, bienvenue. Tu vas bien? Bah, merci Jean-Marie, ça va très bien, toi. Tranquille, tranquille. Comme tout le monde peut le constater, j'ai un bouton d'herpès. On ne voit que ça. Et je tiens à préciser, je ne l'ai pas eu en draguant. Ouais, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Il se fout de ma gueule avec son casque de ski. Oui, j'ai un casque de ski parce que je reviens du ski. Mais j'ai un bouton d'herpès. Il est où? Il est là. Non, attends, En il est plus, on là. le voit pas tant que ça hein, avec la caméra. C'est pour ça que j'en parle, c'est pour mettre l'accent dessus. Je ne l'ai pas eu en draguant. Non, excuse-moi, je ne l'ai pas eu en baisant des putes, je l'ai eu en draguant. Enfin, en draguant, ouais, c'était une meuf, une pouilleuse en soirée. Voilà la drague où ça mène à des boutons d'herpès et à des meufs qui sucent avec les dents. Mais je vais développer, hein, je vais développer. J'en ai gros sur la patate, j'ai beaucoup de haine sur la drague. Et je vais t'expliquer tout ça. Petite intro. Alors, j'enlève mon casque. Hop, ça va mieux. L'idée, c'est que je déteste la drague, pour de vrai. J'aime pas draguer. Et j'ai jamais dragué. Et les rares fois où j'ai essayé, je me suis rendu compte que je ne savais pas draguer. Donc, je vais pas me la raconter, je suis au-dessus de ça. Non, je suis très en dessous. J'ai eu accès aux femmes quand même. Et c'était grâce à mon cercle social. J'ai réfléchi, je me suis dit, comment ça se fait que j'arrive à niquer avant de payer? Bah, c'était en essayant de choper des meufs quand j'allais en cours, ou les meufs qui étaient dans mes groupes de potes, puis en utilisant mon travail. J'étais artiste de rue, donc il y avait des meufs en face, j'en chopais, je leur parlais, tu vois, et je les Ça, emmenais à ça- mon ça camion. marchait bien d'ailleurs, ça, d'être artiste de rue pour rencontrer des nanas. Oui, mais parce que mon spectacle était optimisé pour ça. C'est-à-dire que dans mon D'accord. spectacle, je choisissais une meuf du public, celle qui me plaît le plus, je la prenais, je la mettais au milieu de mon cercle et je faisais une danse autour, je la tripotais. En fait, je lui mettais des flammes dans les mains, elle pouvait plus bouger, elle avait peur. Et pendant qu'elle avait des flammes dans les mains, je mettais une musique de striptease, je commençais à me foutre à moitié à poil et je lui caressais le ventre. Et après, je prenais les flammes, je prenais ses mains et je me passais sa main sur mon ventre. Et en vrai, il y avait assez de blagues et d'autodérision pour que la meuf se marre. Et à la fin du truc, je lui donnais mes CD, je vendais des DVD du spectacle et je lui donnais les DVD 5 minutes avant en disant aux gens, vous mettrez une pièce dans le chapeau et mon DVD est en vente à 10 balles. Et j'avais une technique de manipulation, j'enfilais un gratos, un gamin avant pour que les gens se sentent un peu obligés de l'acheter. Et vous pouvez acheter le DVD à 10 balles qui est entre les mains de ma superbe vendeuse et t'as la meuf qui se retrouvait à bosser pour moi. Et jusqu'à la fin, elle était là. Elle pouvait pas se barrer parce qu'elle aimait mes CD et mon argent. Psychologiquement, c'est assez dur de... Enfin, tu vois, j'ai l'air de dominer la rue, elle allait pas se barrer avec mon fric. Et donc, jusqu'à la fin, elle bougeait pas. Et quand tout le monde était parti, qu'elle me rendait mon fric, j'étais là, c'est bien, t'as bien bossé, maintenant je vais t'amener à mon camion, je vais te récompenser, je vais t'offrir une glace. Bon, je lui offrais ma bite. Bref, ça marchait bien. Je continue. J'ai eu accès à la femelle, malgré le fait que je draguais pas vraiment. On parle de prise de contact naturelle, hein, c'était pas du sexe tarifé. Et quand je parlais à des nanas, il y avait en fait toujours un contexte ou une raison réelle. J'ai jamais vécu ce truc où j'allais aborder une inconnue sans raison, en lui demandant son numéro de téléphone ou des T'as trucs de déjà mis quand dragueur. même un pied dans ce milieu ou absolument pas? Fabrice Julien, on en Ah, ouais. parlera tout à l'heure. J'ai été Ouais, initié on par pourra en Fabrice parler, ouais. Julien. Ça a On pourra été en parler. douloureux. ça, a été, ça a été cringe. Le mot exact, c'était cringe, ouais. Alors, je continue. Puis, pour gagner du temps, je me suis mis à consommer des prostituées et des sugar baby sur les conseils de ma communauté, hein. C'est un mec de ma commu qui m'a dit, t'es en Europe de l'Est, va baiser des putes. Et moi qui avais essayé aux États-Unis, qui a trouvé ça merdique, je lui avais dit non, les putes, c'est pas mon truc. J'avais, comme beaucoup, le dégoût des putes. Je croyais que c'était les hommes inférieurs qui allaient aux putes. Vu que j'avais déjà accès à la femelle, je me disais, c'est bon, je suis pas une merde, je suis pas un gros tas, je suis pas un débile. Je peux trouver des meufs organiquement, naturellement. Et donc, j'y suis allé un peu pour lui faire plaisir en me disant, j'en parlerai sur ma chaîne YouTube, ça va faire du putaclic, allez, testons. J'ai testé des trucs lamentables qui n'ont pas marché du tout, mais j'ai insisté. Les premiers salons que j'ai fait, c'était des coupes-gorge, les trucs les moins chers qu'il y avait dans ma ville. Puis j'ai essayé un truc un peu plus cher. Je suis tombé sur une nana très jolie, adorable, très bonne baise, comportement de jeune fille, petite copine en fait, très bien. Et je suis tombé immédiatement accro. La suite, c'est 500 putes en 4 ans ou 5 ans, tu vois. 4 putes par semaine depuis 5 ans. Je Ah oui, suis. quand même. Ouais. J'en parlerai tout à l'heure, mais grosse consommation. Donc, une centaine par an depuis 5 ans environ, hein, je dirais. Alors, je suis aujourd'hui en couple.
dans le but de bâtir une famille, je prends ça très au sérieux, et sur mon temps libre, je continue en fait de consommer des prostituées. Je t'expliquerai aussi comment ça marche d'être en couple et d'aller aux putes. J'ai un peu réduit le rythme, mais je maintiens quelque chose d'honorable, hein, je continue de consommer. Je suis convaincu, en tant qu'époux, homme quasiment marié, que le sexe tarifé est essentiel à tout homme normalement constitué. Hein, le fait de se taper des nouvelles nanas équivaut à conquérir des nouveaux territoires, donc ça booste le level de testo, ce qui est excellent pour la santé. C'est comme faire des sparring avec des nouveaux partenaires de boxe, ou faire constamment des nouveaux sports, des nouvelles activités, d'aller dans des nouveaux lieux qu'on ne connaît pas encore, voyager. Bon, l'homme équilibré doit maintenir le challenge et la nouveauté. J'en suis vraiment persuadé. Pour la construction des neurones, pour la testostérone, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nécessaire. Et ça pousse évidemment à gagner plus d'argent, parce qu'on ne va pas se le cacher, les putes sont un loisir de luxe, ça coûte cher. Aujourd'hui, je te reçois toi, Mike. T'es un dragueur, t'es coach en drague, t'es venu défendre ta profession et les dragueurs, enfin j'imagine, j'espère. Donc t'es un type avec une vision très différente de la mienne, et avec qui on va confronter nos points de vue dans le respect, la courtoisie, et déjà le respect que tu sois venu. Et je te souhaite la bienvenue dans ce débat de gentleman, même si on ne va pas forcément débattre, on va échanger nos idées, disons. Bienvenue Mike. Merci Jean-Marie. Même de mon côté, je m'étais noté quelques questions justement pour toi par rapport à ce passif, parce que ça, le monde dans lequel tu es aujourd'hui, c'est un monde que je connais extrêmement peu, in fine. Et du coup, c'est mon cas ainsi que ma communauté. Je pense qu'on est très curieux d'en savoir plus, justement, de savoir comment ça se passe en coulisses. Notamment ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est que là, aujourd'hui, tu es en couple. À côté, tu continues à aller au pute, quoi. Et je serais très curieux de savoir comment tu t'y prends pour amener le sujet avec ton épouse et faire en sorte que ça se passe bien. Parce que c'est pas forcément un sujet évident, tu vois. Je serais très curieux d'en savoir plus. Ok, c'est le niveau de puissance en fait. C'est-à-dire que quand tu as un certain niveau de puissance, déjà il y a une lucidité chez ta partenaire. Niveau de puissance, ça veut dire quoi? C'est la puissance globale, c'est pas juste la finance. C'est le nombre de personnes que tu as à tes ordres, ta capacité de nuisance, ta capacité à te battre, ta capacité de leadership, c'est de quelle manière tu donnes des ordres à ton épouse et au reste des gens qui sont à ton service, et le pognon que tu gagnes. D'accord. Quand tu as un certain niveau, on va dire tu es millionnaire et tu as constamment 4-5 personnes à tes ordres qui sont autour de toi, et que de manière un petit peu éloignée, il y a beaucoup plus de gens, bon ça se voit pas, mais j'ai 30 personnes online qui bossent pour moi, mais il y a un impact, il y a toujours des gens qui m'appellent, il se passe des choses, et puis il y a de l'argent qui rentre. Tout ça fait que la nana, elle évalue un certain niveau de puissance, et elle a une lucidité, c'est de savoir qu'un homme puissant qui ne fréquente pas de pute, ça n'existe pas. Tous les hommes de puissance consomment du sexe tarifé, toujours. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, elles le savent toutes, les nanas qui cherchent ce genre de mec, elles savent que le type n'est sexuellement jamais exclusif. Également, elles savent que c'est le genre d'homme qui prend des risques. Donc, elles savent qu'à tout moment, il faut quitter la baraque avec des valises en 2 minutes. Elles savent qu'il y a des gardes du corps. Elles savent, enfin, il y a une liste de trucs, tu vois. Ça fait partie du game, on va dire. Ok. Et comment tu lui montres justement ce que tu viens d'expliquer? Donc, c'est-à-dire que tu es un homme de puissance, tu as une certaine situation, que tu travailles avec un certain nombre de personnes, que tu as un certain niveau de revenu. Tu le montres de manière, on va dire, subtile, avec des sous-entendus, ou alors tu lui dis franco, dès le premier rendez-vous, ce que tu fais dans la vie, etc., pour que le jeu soit clair dès le départ et que derrière, elle choisit son camp quelque part. Comment tu t'y prends? Il y a beaucoup de mystères dans le sens où les gens de mon entourage ne savent pas vraiment ce que je fais la plupart du temps. Je te parle de mon entourage local et physique. Déjà parce que ça serait trop compliqué à expliquer. Je suis dans plein d'activités à la fois, donc ce que je dis de manière simple, c'est « I take care about my people ». Donc quand les gens me demandent « tu fais quoi dans la vie ?» je leur dis ça, je réponds « je prends soin des gens que j'aime ». Et même aujourd'hui, ma nouvelle épouse, si tu lui demandais « il fait quoi Jean-Marie ?» elle serait un peu emmerdée. Elle ne saurait pas te dire. J'ai vraiment beaucoup d'activités. J'ai 9 business dont je suis propriétaire et je suis impliqué dans une 50aine de business qui ne sont pas les miens, mais dans lesquels je vais être advisor, investisseur, ou j'ai filé un coup de main à un moment ou un autre, j'ai mis des gens en connexion, mais je touche quand même un pourcentage ou un petit truc. Moi-même, tu vois, si tu me demandais c'est quoi ton métier Jean-Marie, je ne saurais pas quoi te dire. Donc, je ne vais pas expliquer à ma nana, voilà, j'ai de la puissance, ce qui fait que je vais me baiser des putes et tu n'as pas de mots à dire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à montrer,
Mais il y a tout à faire. Hmm. Tout à faire, c'est quoi? C'est juste remplir ta position d'époux. Il y a des responsabilités. Quand tu es époux, tu dois provider, donc tu fournis du pognon, tu offres du confort, tu offres de la sécurité, tu offres des opportunités et tu règles tous les putains de problèmes que ta nana peut rencontrer. En même temps, elle a ses responsabilités, elle. Donc, il faut qu'elle fasse son taf, s'occuper des gosses, hein, principalement. Et je lui demande même pas tant que ça de s'occuper de moi, dans le sens où je suis un garçon autonome. Je suis un garçon autonome parce que j'ai payé du personnel de maison, notamment 2 assistantes pour s'occuper de moi à plein temps. En plus de ça, il y a une cuisinière, une meuf qui fait le ménage. Enfin, il y a 2 nanas qui s'occupent de gérer mes rendez-vous, de faire en sorte que ma vie soit facile. Et j'ai aussi des mecs autour de moi qui sont pas forcément mes hommes de main, mais qui gravitent autour de moi. Et il y a rien à faire, tu vois, il y a juste à être. En fait, elle le voit dans ce que tu fais au quotidien, dans ton style de vie, elle le ressent, donc en fait, c'est la meilleure démonstration que tu puisses faire, quoi. Surtout quand je règle les problèmes. C'est une nana en fait qui est venue à moi avec un problème de base. Et elle est venue me demander de l'aide. Son problème, je l'ai réglé en 1 seconde. Et je lui ai dit, bon, ben, maintenant on va faire connaissance. On est devenus très intimes dans la demi-heure. Et suite à ça, je me suis rendu compte qu'elle était très bien, qu'elle était épousable. C'est une nana que je connaissais déjà en fait depuis un certain temps. D'accord. Et que j'avais pas envisagé parce que c'était l'ancienne épouse d'un pote, mais il venait de se séparer. Donc je me suis dit, mais en fait, elle est très bien cette femme. Pourquoi je la prendrais pas? Et je l'ai prise. Tout simplement. C'est-à-dire, je lui ai redonné un rendez-vous juste après. Alors celle-là, tu la connaissais déjà, mais pour tes précédentes rencontres, c'est où que tu les rencontres? Parce que tu m'as dit justement tout à l'heure, tu me disais que tu vas pas faire de la drague de manière active, tu es plutôt focalisé sur tes business. Donc du coup, c'est quoi aujourd'hui tes canaux de rencontre en fait? Prostitution, sugar baby, il y a des sites. Tu vas sur des sites, il y en a à la pelle, quoi. C'est-à-dire, il y a plus de produits que de temps pour les consommer. Avant ça, mon boulot, je fais plus de porn, hein, j'ai arrêté il y a 1 an à peu près. Donc, par le porno, j'ai rencontré beaucoup de nanas. Il y a plein d'actrices porno avec qui j'ai couché et avec qui j'ai pas travaillé. Parce que pour travailler avec elles, déjà, il faut qu'elles aient une analyse sanguine propre. Et il y a différents niveaux d'exigence. Voilà, je pars un peu en hors sujet, mais par exemple, dans les studios de Centre Europe, ils veulent juste une analyse sanguine. Moi, ça ne me suffit pas. Je veux en plus une analyse de la microflore. Vérifier qu'elles n'ont pas un déséquilibre de la microflore. Et il y a beaucoup de nanas qui sont déséquilibrées, qui ont des petites merdes. Je ne vais pas rentrer dans les détails infectieux ou de déséquilibre. Mais donc, il y a des nanas avec qui je couchais. Elles arrivaient avec leur analyse, c'était pas bon. Derrière, il faut 1 mois de traitement, puis 1 mois de recovery, tu vois, avant de refaire une analyse et vérifier que c'est propre. Et ça va très vite dans le porn parce que c'est des filles instables. Et en 2 mois, la même nana, soit elle a changé d'avis, soit elle s'est suicidée, soit elle est partie avec un mec en Thaïlande ou à Dubaï se faire caca dessus. Enfin, il peut se passer tout et n'importe quoi. Quand il y a une nana prête à shooter, tu la shootes maintenant, dans 15 jours, c'est fini. Elle est plus là, quoi. Et donc, il y a vraiment... Je pense qu'il y a plus d'actrices porn avec qui j'ai couché que, sans faire de film que celles avec qui j'ai fait un film. D'accord. On ne se rend pas compte de ça. Ah ouais, et ça, c'est pas... encore une fois, je connais absolument rien dans cette industrie, mais c'est pas quelque chose qui est réglementé. C'est-à-dire qu'en fait, chaque producteur, chaque acteur fait un petit peu à sa sauce au niveau des examens passés, etc. C'est comme ça que ça se passe, ou il y a vraiment un minimum? Est-ce que c'est une profession qui est réglementée, dans le sens où si tu fais pas d'analyse et que tu fais un film malgré ça, tu peux avoir des problèmes, ou c'est au bon vouloir du producteur? Ouais, j'y connais rien en réglementation par pays. Je sais qu'en France, il y a des réglementations. En Europe de l'Est, il y a quelques trucs aussi. Mais de toute façon, la profession elle-même a des règles internes, des règles qui sont pas officielles, mais des règles de conduite qui font que... je te donne un exemple. À un moment, il y a un acteur très connu qui avait le sida à Budapest. Ah, putain. C'était il y a 3 ans. Ouais. Ils ont fermé tous les studios de Budapest et de Prague pendant 2 mois et demi. Tous. Ouais. Tous, parce qu'il y avait un mec qui avait le sida et que pendant la période où il avait, sans l'avoir détecté, donc une dizaine de jours, il avait couché avec 5 ou 6 actrices qui elles-mêmes avaient couché avec d'autres acteurs, parce qu'il y a plein de studios. Et pour cloisonner la merde, tout le monde a arrêté. Et en fait, quand il y a une infection de syphilis ou de HIV, la profession prend ça extrêmement au sérieux.
C'est la seule règle dans le porno. La seule règle, c'est faites gaffe à votre santé. C'est des choses qui arrivent souvent, ça, ou c'est assez rare? Non, non, c'est rarissime. En fait, dans le porno, je dirais qu'il y a moins d'infections que dans le civil, parce qu'on fait des tests tous les 3 semaines, qu'on connaît les protocoles de sécurité, que les mecs sont pas des puceaux qui sont en mode « Ah, j'arrive pas à bander sans capote, du coup, je vais pas la mettre. » En fait, on met pas de capote parce que c'est des films, mais on est testé. Et en dehors des films, on met la capote parce que si on a la moindre merde, on peut plus travailler pendant 2 mois. Ouais. Et les mecs qui font que ça, ou les nanas qui font que ça, quand ils peuvent plus travailler pendant 2 mois, ils sont dans la merde. On part beaucoup dans du hors-sujet là, mais en gros, les meufs que je rencontrais, c'était soit des putes, soit des modèles porno. Les modèles porno, en dehors des tournages, je les payais pas. Elles auraient pas compris que je les paye parce que c'était pas le sujet. Ouais. Et les putes, je les paye toujours par... même si des fois, tu vois, il y a des meufs qui voulaient me voir en dehors, ou qui elles, me poussaient, me sollicitaient pour me voir, mais je payais toujours pour pas me retrouver dans une illusion de relation. Payer, c'est rester libre. Quand tu payes, tu dis ton taxi est là, et ciao. Oui, parce qu'il y a le cadre qui est clair, alors que si tu payes pas, il peut y avoir des sous-entendus, ou alors la nana peut espérer quelque chose de toi derrière, donc c'est un peu plus... Quand tu payes, sauf si t'es le dernier des coqs, hein. On développera tout à l'heure, hein. Un mec qui se soumet à sa pute se soumettra aussi à sa copine et à son épouse. Un mec qui domine sa pute, et la domination peut être positive, hein. Les nanas, je les fais rire, je les mets à l'aise, je suis un gentleman, je suis très courtois avec elles. Bon, un mec qui domine sa pute gentiment, dominera gentiment sa copine, son épouse. On peut développer son game, et même on développe son game en fréquentant des putes qui ne sont que des femmes qui monétisent leur service moins cher que les autres. C'est tout, parce qu'une pute est moins chère qu'une copine, qui elle-même est beaucoup moins chère qu'une épouse. Donc les putes sont juste les moins chères des nanas, mais celle avec qui la transaction est quand même la plus claire et la plus rapide. Donc pour un homme dont le temps est précieux, c'est quand même pas mal. Il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué dans ce milieu, et du coup, je suis super curieux d'avoir ta réponse. Quand tu es dans cette industrie-là, quand tu fais des films porno, quand tu couches avec des putes, etc., ça reste un rapport humain, tu vois. C'est pas juste, tiens, je donne un billet et je fais ce que j'ai à faire et je m'en vais. J'imagine, tu discutes un petit peu avec elle, il y a des émotions, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, que tu t'attaches à l'autre et que des relations amoureuses émergent de ces rencontres-là, ou est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement rare? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Déjà, on va définir le terme rapport humain. C'est comme tout service. Tu vois, quand tu vas au McDonald's acheter ton sandwich, est-ce que tu peux parler de rapport humain avec le serveur ou la serveuse qui te sert ton McDo? Je suis pas sûr. Quand tu vas aux putes et que tu vas genre en Espagne à la Jonquera et que tu te baises en 30 minutes une meuf qui parle pas un mot de français, qui est tout droit sortie de je sais pas quel pays et qui est en galère et qui va faire passer 15 clients dans la soirée, est-ce qu'on parle de rapport humain? Je ne suis pas sûr. Maintenant, tu vas dans un resto ou un hôtel vraiment haut de gamme, tu as un serveur qui arrive avec un high level attitude, il te parle de manière très courtoise, il t'écoute, il te conseille. C'est pas juste, vous avez choisi quoi, monsieur? Non, il vous dit, voilà, aujourd'hui on a ça, 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 je vous recommande personnellement la spécialité du chef qui est succulente, et si je peux me permettre, je l'accompagnerai de tel ou tel cépage. Le mec te parle. Et si tu parles d'autre chose, il te parlera d'autre chose et il t'en parlera bien. Et s'il est sympa, pourquoi tu l'inviterais pas, tu vois, à faire une partie de foot un jour? Je sais pas. Bon, ça se passe pas comme ça, mais juste pendant l'interaction, quand c'est du service de qualité, si toi tu pousses l'interaction, la personne en face a du répondant et a de la courtoisie. Et ben c'est pareil, quand tu es avec une escorte VIP, déjà il y en a qui n'offrent que leur compagnie, mais toutes les escortes VIP offrent de la compagnie. Elles offrent généralement du sexe et de la compagnie, mais quand elles t'offrent de la compagnie, surprise, elles se tiennent mieux qu'une meuf normale. Elles se tiennent extrêmement bien. Et c'est des filles éduquées. En fait, les belles filles, tu peux les choper pas cher, mais les belles filles avec de l'éducation sont toujours très chères. Ou les belles filles avec une santé mentale sont toujours très chères. Les filles belles et pas chères, souvent, c'est qu'il y a un problème de santé mentale. Elles sont autodestructrices, suicidaires, folles, bipolaires, enfin, il y a toujours une merde, quoi. Ou alors, il y a eu vraiment un gros accident de vie. Mais ce qui est pas loin de la santé mentale, parce que ça les fait souffrir et ça les met en dépression. La dépression, au moins, est pas sortie de leur cul, c'est pas juste comme ça des idées qu'elles se font. Non, elles ont un membre de la famille qui est malade, elles ont subi la guerre, enfin, il y a un vrai truc, tu vois. Mais bon, elles vont quand même mal. Donc, le rapport humain existe quand tu prends des services de qualité. Et le rapport humain dépend
pas que du service de qualité, ça dépend aussi de toi. En tant que consommateur, si tu arrives comme un gros connard de merde et que tu regardes même pas la fille, tu lui parles même pas, bah, il se passera rien, évidemment. Si tu arrives et que tu es correct et que tu as développé ton game, et le game, c'est pas juste le game des putes, c'est le game humain en général. Si tu as du social skill et que tu commences par créer une relation de confiance en mettant tout le monde à l'aise, que je dis tout le monde, c'est des fois j'en ai plusieurs, relaxé, je suis pas un fou. Tu le dis pas comme ça, mais en fait, par une certaine attitude, tu le montres. Tu montres que tu connais déjà les gens dans l'établissement, que tu es connu, enfin bref, tu relaxes tout le monde, genre je suis pas fou, avec moi il y aura zéro problème. Tu le montres, tu le dis pas, tu le montres, tu fais quelque chose qui le fait comprendre à tout le monde. Ensuite, quand les gens sont relaxés, la petite blague, la petite attitude, le petit truc un peu sympa, ou la petite surprise, tu commandes une bouteille pour les filles, quelque chose, tu vois, un truc qui stimule un peu l'émotion en positif. Et puis derrière, tu passes à l'action. Enfin, moi, généralement, je suis pas là pour discuter non plus, mais je fais une pause. Je fais tout le temps une pause au bout de 20-30 minutes de baise pour, déjà pour respirer, tu vois, pour sortir ma bite de sous la capote. Et pour discuter un peu, quoi. C'est beaucoup plus agréable. Et là ouais, il y a moyen, en fait, d'avoir une relation humaine. Complètement. Ok, ouais, parce qu'on a souvent l'impression que c'est en gros que c'est un lieu où tu consommes et tu repars, mais en fait, ouais, comme tu as très bien dit, ça dépend beaucoup de toi, de ce que tu fais et du rapport que tu installes. Ouais. Ça dépend de toi et de la qualité du service, ouais. T'as beau être très poli, si tu vas avoir une meuf qui parle pas la langue, qui est payée au lance-pierre et qui se fait frapper entre les passes, même en étant poli, t'auras du mal à lui décrocher un sourire. Ça se comprend. Bah ça, on va pouvoir en parler. Au niveau de la drague, c'est un petit peu pareil aussi. C'est-à-dire, en fait, c'est toi qui as la main sur le rapport que tu vas créer avec les autres, suivant comment tu le fais. Et là, pareil, t'as plein de manières de le faire. Et effectivement, quand tu avais mis un pied dans le milieu, c'est peut-être pas la meilleure des manières que tu avais vues. Alors, tu m'as posé beaucoup de questions dès le début, et en plus, j'ai beaucoup parlé dès le début. Ça me va parce que je suis narcissique et j'adore m'écouter parler, mais quand même, hein, offrons un peu de contenu. Est-ce que tu pourrais te présenter? Déjà, première chose, et après, je te poserai au moins une question. Essayons d'être Bien sûr. toi. Présentation succincte. Donc, je m'appelle Mac. J'ai un site qui s'appelle Dragueur de Paris. Donc, on est spécialisé sur les rencontres en ligne. À la base, je suis un ancien timide, c'est-à-dire jusqu'à mes 20 ans, je ressemblais à Harry Potter, donc c'est-à-dire geek, lunettes, jeux vidéo toute la journée, 10 heures par jour, etc. Complètement asocial, pas d'amis, etc. Puis vers 20 ans, j'ai eu un déclic, et c'est ce déclic qui a fait que j'ai commencé à mettre un pied dans le monde de la séduction, donc pour apprendre à parler aux femmes, à séduire une femme, chose que je n'avais jamais fait de toutes mes années au lycée, au collège, parce que je parlais jamais des nanas à l'époque. Et puis de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis ensuite, j'ai une alternance entre relations longues et une succession de relations beaucoup plus courtes, jusqu'en 2016, où j'ai commencé progressivement à enseigner ce que j'ai appris. Et à partir de 2018, donc avec Dragueur de Paris, qui est devenu une entreprise à part entière, où on forme, où on enseigne, où on coach des hommes qui ne savent pas ou ne savent plus séduire des femmes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on a deux typologies de personnes qui passent par chez nous. On a le trentenaire, ingénieur informaticien depuis 10 ans, qui n'a jamais appris la séduction de sa vie, qui ne sait pas comment faire, et qui subit la pression sociale pour être en couple avec quelqu'un et faire des enfants. Et la deuxième typologie de personnes qu'on a, c'est l'inverse, donc c'est-à-dire une personne qui sort de 10, 15, 20 ans de mariage, et très souvent, ça on pourra en reparler parce que c'est hyper intéressant, avec une relation par défaut, et le mec en était parfaitement conscient, c'est-à-dire qu'il savait qu'il était dans une femme qu'il n'aimait pas vraiment au fond de lui, mais il choisissait de rester avec parce que c'était toujours mieux que de rester célibataire. Et il se réveille à 40 ans. Évidemment, en 15-20 ans de mariage, la façon de faire des rencontres a complètement changé. Et du coup, il repart de zéro. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ok, j'entends bien. Et du coup, je vais partir avec ma première question. Est-ce que, pour un dragueur, payer pour avoir du sexe, donc aller au pute ou se payer une sugar baby, est-ce que payer pour avoir du sexe, c'est la honte? Tout dépend de à qui tu t'adresses, parce que ce que tu disais par exemple tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec les hommes d'affaires qui vont voir des escortes ou des putes, etc., c'est des choses que j'ai déjà entendues, donc je veux dire ça dépend déjà du milieu d'où vient la personne à qui tu t'adresses. C'est-à-dire si tu t'adresses
à mon avis, à quelqu'un qui gagne le SMIC, je pense que c'est la vision qu'il va avoir. Par contre, si tu t'adresses à un mec qui gagne 10 000 euros par mois, qui est entrepreneur, politicien, avocat, fiscaliste, parce que ça, c'est des typologies qu'on a régulièrement, ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup plus souvent. Et pour eux, c'est pas la honte. Pour eux, c'est presque la vie normale, en fait. C'est-à-dire c'est un service comme un autre, parce que c'est la vision qu'ils ont. Donc ça, c'est première partie de la réponse. Tout dépend à qui tu t'adresses. Ensuite, pour beaucoup de monde, et moi compris… Oui, vas-y. Ouais, si je peux réagir. Réponse intéressante, en fait, ça me fait réfléchir. J'avais qu'une version des choses. Ma version, c'était de me dire, les footballeurs millionnaires, les hommes d'affaires ultra puissants, ils vont tous aux putes. Ah oui, oui, Et, oui, et, oui. et, et c'est pas des vrai. losers. Très, très Sans vrai. déconner. C'est pas des losers. Et des fois, je vois des mecs de manière arrogante dire ouais, jamais je payerai pour du sexe, je sais pas quoi. Les mêmes mecs qui sont ultra fans des plus grands joueurs de foot. Et je suis là, ouais, connard, mais ton idole, lui, il a pas de temps à perdre, tu vois. Il va pas aller random perdre son temps pour se faire sucer avec les dents par une meuf qui sait pas faire. Il va se prendre les services VIP d'une meuf ultra bonne, ultra pro et ultra polie. Et il n'a pas honte. En fait, il n'a pas le choix et il n'a pas le temps de se poser des questions et il est très Oui, content. c'est exactement ça. Mais Il n'a pas de temps à perdre à passer des heures à draguer une nana qu'il estime moyenne ou sans plus, avec l'incertitude qu'il y a derrière, c'est-à-dire est-ce que finalement je vais pouvoir coucher ou pas. C'est-à-dire eux, en fait, ils n'ont pas envie de ça. Ce sont des personnes qui ont un taux horaire extrêmement élevé et ils raisonnent comme ça. Je dis pas que c'est il n'y bien a ou pas que mal. ça. Ils raisonnent comme ça. Il y a la confidentialité. Quand tu es connu, Aussi. Oui, tu peux oui, pas oui. aller draguer au hasard parce qu'en fait, la meuf, elle va te faire un scandale online et tu vas te prendre un shitstorm dans la gueule parce que tu es allé draguer Magali qui se sent plus puissée. Et cette connasse, au lieu de prendre la chance de sa vie, elle va foutre la merde, tu vois. Et ils peuvent pas se permettre. Donc, ils sont obligés. Même un Brad Pitt, il veut baiser, il fait comment Brad Pitt? Tu crois qu'il peut aller dans un bar draguer? Ça va pas le faire du tout. Ces mecs-là, qui sont les cibles numéro 1 des femmes, n'y ont pas accès. Ils sont obligés de payer une professionnelle par confidentialité pour pas avoir un scandale sur le dos. Mais ce que tu disais, c'est que le type qui est smicard, qui n'a pas accès aux femmes et qui va cramer l'équivalent de 2 semaines de salaire pour un petit peu essayer de gérer sa misère sexuelle, et effectivement, là, je peux comprendre que quand il lève un trave sur la départementale, il a un petit peu honte. Ouais, c'est possible. Oui, et je suis 100% d'accord, et à tel point que quand on reçoit, en fait, parce qu'on en a de plus en plus des chefs d'entreprise qui viennent nous voir, ou des mecs, tu tapes leur nom sur Google, tu trouves 40 pages sur eux, ou même des personnes qui ont des chaînes YouTube, on en a déjà eu. Et effectivement, la première chose qu'ils nous demandent quand on fait l'appel avant de travailler avec eux, c'est la confidentialité, parce que ils sont vraiment obsédés par ça, et je le comprends totalement, parce que c'est lié à leur profession. Donc effectivement, il y a déjà, il faut voir à quel milieu social tu t'adresses. Et de toute façon, quelqu'un qui gagne le SMIC, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand pouvoir d'achat, même s'il voulait aller au pute, en fait, il n'a pas les moyens, tu vois. Donc en fait, il n'a aucune autre solution que de draguer. Et je vais être tout à fait honnête avec toi. Quand j'ai commencé la séduction, la drague, j'avais 20 ans. À 20 ans, ma situation, c'était quoi? J'étais étudiant, j'avais pas d'argent, c'était ma mère qui saignait aux 80 pour me payer mon loyer, l'électricité, la bouffe, etc. Donc, toi, tu es là dans ton milieu d'étudiant, et en fait, le seul moyen que tu as dans tous les cas pour rencontrer des femmes, c'est la drague. Tu n'as aucune autre possibilité à cet âge-là. Après, évidemment, ça évolue puisque tu construis ta vie. Mais en fait, ça, c'est l'immense injustice quand tu es jeune. C'est qu'une nana à 20 ans, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut avoir le mec qu'elle veut si elle a un minimum joli. Elle peut avoir le mec de 40 ans, le mec de 30 ans, le mec de 20 ans, sans forcer, sans devoir faire preuve de démonstration de valeur particulière. Elle a accès à n'importe quel mec. Par contre, un mec… logique. Et oui, mais à l'époque, ça, je le comprenais pas, tu vois. Et un mec qui a 20 ans, c'est rien. Il n'a aucun pouvoir d'achat, il n'a aucun pouvoir tout court. Il a une position sociale qui se limite à la fac dans laquelle il est. Donc, en fait, il n'a rien. Et tu pars vraiment de zéro. Et c'est pour ça que tu as des mecs à 20 ans qui commencent par la drague de rue. Parce qu'en fait, c'est le seul moyen de rencontre, le seul levier que tu as
En dehors, évidemment, des bars, des boîtes de nuit, mais ça coûte de l'argent. Et comme tu n'as pas d'argent, bah, tu ne peux pas y aller tous les jours. Et à l'époque, bon, ça a un petit peu changé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as les applications de rencontre. Mais quand j'avais 20 ans, que j'ai commencé, ça n'existait pas. Tu avais Mythique, ça existait, mais c'était vu à l'époque comme ringard. C'était vu quelque chose de ringard. Donc, du coup, tu ne te mettais pas dessus. Tu avais Adopte un mec qui commençait tout juste à émerger, mais ça s'arrêtait là. Tinder, ça n'existait pas. Facebook, ça n'existait pas. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, en fait, à l'époque, la drague de rue était super populaire pour cette raison. Ouais, je peux comprendre. Mais ça ouvre la vraie question de notre discussion. Je vais l'introduire. Déjà, comme tu dis, la valeur sur le marché du sexe n'arrive pas au même âge pour les hommes et les femmes. Une femme, elle a 18-20 ans, elle est au top de sa valeur sur le marché sexuel. Un mec à 18-20 ans ne vaut rien sur le marché sexuel. Donc évidemment, le mec de 18-20 ans, tout ce qu'il peut faire, c'est aller voir ce qui vaut à peu près la même valeur, c'est-à-dire se taper une vieille ou une cougar ou une meuf vraiment dégueu, quoi. Ou une meuf beaucoup plus jeune. Ce qui peut fonctionner, en fait. Un mec de 18 ans avec une meuf de 16 ou 15 ans. Et c'est à peu près légal. Hein. C'est-à-dire que je le sais parce que je me suis fait emmerder. Quand j'avais 18 ans, j'avais des meufs qui en avaient moins, évidemment. Et il y a la mère d'une de mes copines qui a déposé une main courante contre moi parce que j'ai embarqué sa fille avec moi. Bon, il s'est rien passé, quoi. Les flics comprennent qu'un mec de 18 ans avec une meuf de 15, c'est pas un mec de 40 ans avec une meuf de 15. C'est pas la même chose. Et même la loi le comprend, donc c'est pas un souci. Bon, bref, c'est pas la même valeur sexuelle au même âge. Et la question, c'est de se dire, ok, mais le mec de 15 à 25 ans, c'est-à-dire la période où c'est un petit con, il ne sait rien, il ne vaut rien, il n'a pas d'argent, à ce stade-là, il a les couilles pleines, il a la testo au max, il veut baiser au max, et il est censé faire comment pour baiser? Parce que même si je suis un gros consommateur de pute, j'ai commencé à 30 ans, en vrai, j'aurais pu commencer un peu plus tôt si j'avais gagné de l'argent un peu plus tôt, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai commencé à faire de la thune à 30 ans. Mais je considère que même un mec qui a de la thune, quoique, en fait, non, tu peux commencer les putes dès que tu as de la thune. Mais même en bossant bien, c'est difficile d'avoir vraiment du fric avant 25 ans. Tu as des jeunes très talentueux en business qui ont de la thune dès 20 ans. Bah, big up, bien joué à eux. Ils peuvent se payer des putes dès ce jeune âge. Mais pour les autres, en fait, de 18 à 30 ans, presque, ou de 18 à 25, soyons optimistes, je suis très optimiste, hein, parce que c'est pas tout le monde à 25 qui est blindé. Donc de 18 à 25, ils font comment pour se vider? Même pas de 15 à 25, comment est-ce qu'ils se vident les couilles, les mecs? Et la réponse, moi, que je me fais, est radicale et un peu complètement conne, c'est de me dire, renonce-y. C'est pour un jeune qui est en mode, ouais, je comprends pas comment faire des meufs, je réponds, mais tu ne vaux rien. Soit tu tapes une vieille sur un coup de chance, quand tu as une opportunité, là, tu vas chez ton pote et sa mère, tu la sens très open, tape dedans, vas-y. Mais sinon, je vois pas comment tu feras parce que tu ne vois rien. Et le truc, c'est de valoir quelque chose, donc focalise à fond sur ton domaine d'excellence, développe-le, deviens bon, et là, tu auras sexe illimité. Bah, en fait, tu as une variable qui est hyper importante aussi, c'est ton niveau d'exigence. C'est-à-dire, quel est ton niveau d'exigence dans le type de femme avec qui tu as envie de coucher, voire même d'être en couple. Même si tu as 20 ans, que tu n'as aucune situation professionnelle, que tu es un petit étudiant, que tu n'as pas de budget, que tu sais pas très bien t'habiller, si tu n'es pas exigeant, tu vas quand même trouver des nanas. C'est pas un problème. Tout dépend de ce que tu veux. Si derrière, effectivement, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu veux une nana de bonne éducation, qui soit jolie, qui soit disponible, etc., là, c'est difficile. Ouais. Excuse-moi de t'interrompre, je n'y crois pas du tout. Moi, je crois que même les demi-boudins, en fait, sont aussi durs à pécho que des bonnes meufs. Je vois bien qu'elles sont moins bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Elles sont dégueulasses, elles sont désagréables, tout ce que tu veux, hein, horrible. Et je pense qu'elles sont aussi dures à choper, sinon plus, parce qu'elles savent qu'elles sont à chier, et du coup elles trouvent ça un petit peu douteux, le fait que tu viennes les aborder. Moi je pense qu'elles sont aussi dures à choper que des meufs bonnes. T'as toujours une désespérée, oui, que personne veut et qui dira non à personne, oui, mais globalement, je pense qu'elles sont aussi dures à choper. Je suis pas sûr que ça fasse une différence d'aller taper dans le bas du panier. En fait, les femmes les plus difficiles à choper, figure-toi, ce sont ce qu'on appelle, pour faire très simple, les meufs moyennes. Pourquoi les meufs moyennes? Parce qu'elles sont suffisamment jolies pour qu'il y ait une quantité de mecs qui s'intéressent à elles, et pas trop belles pour pas intimider les mecs. Donc du coup, c'est la catégorie femme qui est le plus sollicitée pour ces deux raisons-là. Les très belles femmes, en général, il y a une forte quantité de mecs qui vont même pas essayer d'aller les draguer parce qu'ils vont se dire soit j'ai aucune chance, soit ils se sentent intimidés, ils n'ont pas confiance, donc ils vont pas y aller. Et les femmes qui sont moches, entre guillemets les boudins, il y a une bonne partie de mecs qui vont pas du tout y aller parce qu'ils sont pas attirés.
Mais il y a quand même des mecs qui vont y aller. Ensuite, deuxième élément de réponse, je vais te reprendre la citation de ma toute première ex qui m'avait dit ça, ça m'a marqué. Je sais plus c'était quoi le contexte, mais à un moment, elle m'a sorti une phrase, c'était « Oui, mais il faut bien qu'on baise. » C'est-à-dire, il faut bien qu'on ait une vie sexuelle. Donc, en fait, ces nanas-là, oui, c'est difficile à cet âge-là, mais c'est loin d'être impossible. Il y a plein de façons de faire pour y arriver et ça se fait. Après, évidemment, l'erreur, c'est de passer sa vie à faire que ça. Ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup vue dans la communauté, c'est-à-dire des mecs, j'ai déjà vu des mecs foirer leur année étudiante ou se faire virer de leur boulot pour être à plein temps sur la séduction, etc. Ça, c'est un non-sens. Pour moi, il faut faire les deux en parallèle. Il faut s'intéresser à la séduction parce que plus tôt tu le fais, plus tôt tu vas te prendre des platanes dans la figure, des vents, des échecs, etc. Et c'est ça qui va t'endurcir et qui va te former. Et ça va te servir pour plus tard, justement. Il vaut mieux le faire quand tu es jeune que de le faire plus tard. Ça, c'est le premier élément. Et en deuxième, en parallèle de ça, bah, évidemment, progressivement, tu construis ta vie. Et pour moi, il faut faire les deux en même temps. Ok, j'entends. Je vais arriver avec ma question suivante et que j'introduis de nouveau. Draguer, pour moi, ça veut dire baiser gratos, en gros. Mais tout bon businessman sait que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Le sexe gratos est en fait extrêmement cher en temps, ce qui est notre ressource la plus précieuse. Payer une pute coûte quand même vachement moins cher. Et encore une fois, même pour un jeune, à la limite, pourquoi pas aller aux putes une fois de temps en temps, plutôt qu'aller des heures dans la rue. Alors, je vois ce que tu veux dire. Ce que tu dis est vrai. Rien n'est gratuit. En général, on s'en rend compte que quand on construit sa boîte. Si c'est gratuit, bah, on le paye avec son temps. Et de toute façon, même quand tu rencontres une nana, on va dire normale, tu le payes avec le verre du premier rendez-vous, voire le restaurant potentiellement, voire d'autres choses encore, les coûts des déplacements, etc. Donc en fait, tu as des coûts cachés. Idem, quand tu es inscrit sur une appli de rencontre, c'est pas gratuit, tu payes derrière. Donc en fait, les rencontres amoureuses ne sont jamais gratuites. Et effectivement, souvent, c'est pour ça que je suis anti-drague de rue. C'est quelque chose que je n'aime pas et ça fait des années que je dis. C'est pour ça qu'on est focalisé sur les sites de rencontres pour diverses raisons, pour en parler après. Et effectivement, la drague de rue, c'est un moyen de rencontre qui est souvent utilisé par les personnes qui ont vraiment zéro argent. Parce qu'effectivement, ils se disent que c'est gratuit. C'est-à-dire qu'ils vont passer leur samedi après-midi à aborder 50 meufs dans la rue. Ouais, sauf qu'ils le payent de leur temps. Mais en général, ces personnes-là, elles ont entre 20 et 25 ans, donc elles n'ont pas cette notion de temps. Pour elles, le temps, c'est une ressource infinie parce que tu ne te rends compte qu'au bout d'un certain âge, que le temps est une ressource limitée. Moi, quand j'avais 20 ans, je pensais que j'avais toute la vie devant moi, tu vois. Et là, maintenant que j'ai 30 ans passés, je me rends compte de la valeur du temps. Donc ça évolue avec l'âge. Ensuite, tu as une deuxième composante, et ça, on peut en parler aussi, parce que c'est une composante centrale, c'est que dans la drague, il y a la séduction en général, il y a un certain plaisir, ce que j'appelle le plaisir de la conquête et le plaisir de l'incertitude. Et aujourd'hui, c'est pour ça, et j'ai pas honte de le dire, je suis absolument pas quelqu'un qui m'intéresse aux escortes, aux putes, etc. Même si je sais que ça pourrait potentiellement me faciliter la vie, c'est-à-dire, voilà, en quelques messages, tu peux coucher avec une nana qui va être super jolie, etc. Ok. Mais mon plaisir, il n'est pas uniquement sexuel. Mon plaisir, il est aussi dans tout le processus de la rencontre qu'il y a avant et notamment l'incertitude. C'est-à-dire, est-ce qu'on va se plaire? Est-ce que ça va être une nana intéressante ou pas? Comment ça va se passer? Le plaisir de la découverte mutuelle, la sexualisation progressive. Est-ce que au dernier moment, elle va dire ah mais en fait je sais pas trop, etc. Et en fait, ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais en fait c'est un plaisir, tu vois. C'est un plaisir de conquête, exactement comme quand tu construis, par exemple, un business, tu es bien placé pour le savoir. Un de mes plaisirs quand je fais du business, c'est de ne pas être certain que ça va marcher, qu'il y a un certain suspense par rapport à ça. Et le plaisir, je le tire de là. Et je sais qu'aussi, il y a une bonne partie des mecs qui tirent ce plaisir-là, c'est-à-dire ce plaisir de l'incertitude. Parce que quand ça marche, en fait, tu es content. Et évidemment, tu vas aussi avoir des déceptions. Il y a des fois, tu vas perdre ton temps. Il y a des fois, tu vas dire, putain, mais pourquoi j'ai perdu 2 heures de ma vie avec cette nana alors qu'en fait, on n'était absolument pas compatibles. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ça fait partie du plaisir. C'est une pièce à deux faces. Tu as une face plaisir, etc. Et tu as aussi une face douleur, évidemment. Mais l'association des deux fait que c'est quelque chose qui est intéressant. Tu vois. Je vais réagir. Déjà sur la partie business, ma partie préférée, c'est pas du tout le moment d'incertitude. Ma partie préférée, c'est la création, pendant laquelle je suis très très confiant. Et ma seconde partie préférée,
c'est quand je ramasse le pognon. Hmm. Et c'est peut-être pour ça que j'en ramasse autant. Et avec les meufs, j'ai écouté beaucoup de dragueurs en ce moment. C'est une des raisons pour laquelle en fait j'ai accepté l'interview, c'est que je suis dans une période où j'écoute des speakers américains qui s'expriment très bien et il se trouve qu'ils sont dans la communauté des gamers, enfin des PUA, ce que tu veux, des dragueurs, genre Ouais. Andrew Tate et quelques potes à lui, Fresh and Fit, enfin toute la communauté américaine active en ce moment et qui parle énormément de drague. Et je les écoute pas spécialement pour le sujet de la drague, je les écoute parce que c'est des bons speakers, ils ont une très bonne éloquence. Voilà, et c'est des mecs qui réfléchissent bien sur pas mal de sujets. C'est pour ça que je les écoute, qu'importe le sujet en fait. Et ces types-là, il y a une récurrence, c'est que contrairement à moi, c'est vachement moins des queutards. Ils sont vachement moins intéressés par le moment de la baise que par tout ce qui entoure la baise, surtout tout ce qui précède la baise. Ils prennent leur moment dans le social time, c'est-à-dire le moment que tu partages avec la nana. Et d'eux-mêmes, de leur aveu, ils n'idéalisent mais pas du tout le sexe, quoi. Ils disent ça dure 10-15 minutes et principalement, si on est un gentleman, on travaille pour donner du plaisir à la nana et on a 10 secondes de bonheur à la fin. Et moi, je suis sidéré en écoutant ça. Je me dis, oh, mais en fait, ces hommes-là n'aiment pas baiser. J'ai des baises plus longues. Pour rappel, je suis pas juste acteur porno, hein. Je suis le plus gros distributeur de contenu éducatif sexuel en Europe de l'Ouest. Donc, j'ai des formations pour apprendre aux mecs à avoir des érections qui durent longtemps. C'est basé sur les exercices qu'on fait pour se préparer à être acteur porno. Des exercices également pour maîtriser son éjac. Pareil, quand t'es acteur porno, si tu gicles au bout de 3 minutes, il faut refaire le maquillage de la meuf et que t'expliques que tu peux plus continuer la scène, c'est un vrai problème en termes de production, c'est pas possible. Il y a aucun acteur porno qui ne contrôle pas son éjac, en fait, c'est la base. Tu peux pas, hein, sinon faire le boulot. Et il y a d'autres exercices, tu vois, pour augmenter la taille de sa bite et pour également avoir des orgasmes sans éjaculer. Ça, c'est des exercices avancés. Mais bref, j'adore baiser. Et mes potes qui sont dans mon délire adorent baiser. Et ils n'aiment pas tellement le social time. C'est-à-dire, on baise, et après, on appelle le taxi à la meuf, on ne veut même pas dîner avec elle. Moi, ça fait des années que je ne dîne plus avec les femmes parce que les conneries qu'elles racontent ne m'intéressent pas. J'ai des frères autour de moi, ouais, j'aime discuter avec mes frères. On peut parler business, on peut faire des blagues, ils sont utiles. Si j'ai un problème, c'est pas mes copines qui vont régler mes problèmes, hein, c'est mes gars, toujours. Et c'est comme ça, c'est tout. C'est quand même vachement plus relax de discuter avec ces gars. Bon, la partie que j'aime, c'est la partie baise. Les dragueurs que je regarde, eux, c'est exactement l'inverse. Et je me suis dit, ah, c'est pour ça. Ces mecs-là n'aiment pas baiser, ils aiment draguer, en fait. Bah, Ils aiment en fait, jouer. tu aimes, évidemment que tu aimes la baisse, parce que sinon, s'il n'y avait pas ça, ça perd comme une partie de son intérêt. Il y a quand même aussi ça. Ouais, je suis pas sûr. Il y a certains de ces mecs que j'écoute, leur plus grand plaisir, c'est d'arriver dans des lieux de jet set, donc dans des clubs très hypés, avec 2 méga bombes au bras, puis de s'afficher sur Instagram avec leurs bombes. Ah, ça, oui, ça m'étonne pas, ouais. Et ils ne parlent que de ça. C'est que du statut, en fait. Ils affichent leur statut social à l'aide de leurs trophées, donc les meufs. Et attention, hein, n'importe quel mec un peu riche peut s'acheter une Lambo ou je sais pas quoi, mais il faut être un mec complet pour s'afficher avec des meufs qui ne sont pas des putes. C'est peut-être pour ça que, en fait, méprisent les putes, on en parlera tout à l'heure, mais tous ces mecs dont je te parle répètent à longueur de temps que jamais ils payent pour des meufs et que il faut être un mec inférieur, faut être une merde pour payer pour une meuf. Moi, je suis en mode, ouais, c'est ça. Genre les footballeurs, les superstars, Brad Pitt, c'est une merde. Ouais. Alors que tous ces mecs-là se payent des escorts privés. Mais bon, leur narratif ne tiendrait pas s'ils venaient accompagnés de putes dans une boîte de nuit parce qu'il suffit de payer. Non, eux, ils revendiquent le fait que je ne les ai pas payées. Elles sont avec moi parce que je suis un homme complet, que je les fascine, qu'elles apprécient recevoir mon attention. Et je suis pas du tout dans ce délire parce qu'en fait, je sors jamais de chez moi. Tout ce que j'aime, c'est bâtir. Je bâtis de la technologie. Et déjà que j'arrive pas à expliquer à la plupart de mes potes ce que je fais, je bâtis des projets technologiques crypto. Bon. Et va expliquer ça à une pute. Ou une meuf en général, quoi. J'imagine, ouais. Ouais, elles comprennent rien. Et même si elles faisaient l'effort de comprendre et qu'elles comprenaient un temps soit peu, eh ben, écoute, je préfère en discuter avec mes potes spécialistes. Là, au moins, ça sert à quelque chose. Je comprends, ouais. Bah, du coup, je vais enchaîner sur une autre question. Alors, qu'est-ce que j'ai? Moi, un truc que je me suis toujours demandé dans les vidéos un peu clichés de drague, on voit toujours en caméra cachée un mec qui aborde des inconnus dans la rue et qui crée
quasiment à chaque fois, un gros moment de malaise. Et même les pros, hein, moi je te parle de types dont c'est le métier d'être coach en Oui, drague, oui. qui ont les couilles de se filmer, et tu vois les vidéos, et c'est le malaise. C'est franchement le malaise. Et les mecs enseignent ça, et j'ai jamais vu, jamais de ma vie en fait, j'ai vécu ces malaises, et je le vivrai très mal. Quand quelqu'un vient me faire perdre mon temps, je suis extrêmement agressif. Et du coup, il y a une réciprocité, et je vais pas faire perdre son temps à qui que ce soit, hein. Je n'irai pas faire du porte-à-porte pour vendre un truc que les gens n'ont pas demandé, et je vais pas non plus demander son 06 à une meuf qui me voit débarquer. Et que peut-elle savoir de moi, à part que je suis petit et chauve, et que je m'habille mal? Je vais l'importuner, tu vois. Donc du coup, pourquoi? C'est moi qui bug, ou il y a un problème avec ces vidéos de malaise? Je dirais que toi, tu le vois parce qu'aujourd'hui, tu as suffisamment de recul pour voir le malaise de la situation. Mais quelqu'un, le client cible, on va dire, c'est-à-dire la personne qui a aucune expérience avec les femmes et souvent qui n'a pas d'intelligence émotionnelle, qui n'a pas tout ça, il ne le voit pas. Il voit juste, la seule chose qu'il voit, c'est il voit un mec parler à une nana, prendre le numéro, même si tu vois que la nana est en mode, putain, mais qui c'est, machin. Et le mec ne retient que ça. C'est-à-dire, oh putain, il a pris un numéro en 1 minute 30 avec la super technique à la mode et ça marche. Et du coup, il se dit, bah, je vais faire pareil. C'est pour ça que c'est moins à la mode aujourd'hui. Mais il y a 10-15 ans, notamment à Paris, tu avais des hordes de mecs qui allaient dans les jardins des Tuileries ou autour de la Tour Eiffel ou ailleurs. Ils abordent à la chaîne, ils disent la même chose avec les nanas et ils font ça 50 fois et en fait, ils jouent sur le quantitatif. C'est-à-dire, c'est des mecs qui se disent si j'en aborde 50, il y en a bien une dans le lot avec qui ça va passer. Et j'ai rencontré des mecs qui le pensaient sincèrement. Et c'était leur démarche, tu vois. Donc, en fait, ces mecs-là, il faut comprendre qu'ils sont sur une autre planète. Et ils ne cherchent pas à avoir une interaction de qualité ou autre. Ils cherchent à faire de la quantité. Donc leur espoir, c'est de finir avec la seule qui dira oui, ou qui a pas dit non. Oui, mais si tu le dis comme ça, ils vont réagir à l'ego, ils vont dire que c'est toi qui n'as pas compris que machin, mais au fond, c'est un peu ça. Ouais. Non, mais factuellement, si tu dis 50 C'est un peu ça. fois ton speech de vendeur d'aspirateur et qu'il y en a une qui, sur un moment d'égarement, n'a pas dit non, c'est celle que tu vas rappeler, quoi. Bah, En espérant que. le pire, Jean-Marie, c'est que là, ce qu'on est en train de dire, je sais pas, tu l'expliques à plein de mecs, il y en a plein qui vont peut-être le comprendre, mais qui vont rien changer leur façon de faire. Parce que bah, tu t'intéresses au marketing, tu le sais aussi bien que moi, les gens, ils veulent quoi? Les gens, ils veulent le bouton magique où ils appuient dessus et instantanément, il y a une nana qui leur plaît dans leur lit. En gros, c'est ça. Donc, en gros, si tu débarques en disant j'ai une phrase, tu le dis à n'importe quelle nana dans la rue, et il y a une nana sur 4 qui va te donner ton numéro, mais tu vends ça 500 €, les mecs, ils achètent. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Alors que si derrière, tu leur dis, mec, je vais t'apprendre pendant, je sais pas, une formation de 20 heures, je vais t'apprendre à créer de l'émotion, je vais t'apprendre l'intelligence émotionnelle, je vais t'apprendre comment parler correctement à une femme dans le respect, etc. Le mec s'en fout. Enfin, je dis pas que tout le monde s'en fout, mais une bonne partie s'en foutent parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Il faut bien comprendre à qui tu t'adresses. Généralement, les mecs qui vont draguer à la chaîne dans la rue, ce sont des mecs comme ça. Je parle pas des coachs, hein, je parle surtout des débutants, mais tu as aussi des coachs débutants qui ont compris que c'est facile de faire de l'argent avec ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se filmer dans la rue. Et comme ils savent très bien qu'un débutant n'est pas capable d'avoir ce discernement, eh ben, ils arrivent quand même à vendre quelque chose, tu vois. Et pourtant, nous qui avons plus d'expérience, tu le vois, mais le client cible ne le voit pas, tu vois. Et il y a plein de techniques de manipulation qui existent avec ça. Par exemple, il te fait un film vidéo où tu le vois en train de parler avec une nana, et à un moment, tu le vois rentrer dans un hall d'immeuble avec la nana derrière, la caméra coupe ici. Et les mecs pensent tous qu'il s'est tapé la nana. Autre exemple, une fois, ça c'est un gros truc, et plein de mecs sont tombés dans le panneau. T'as un mec, il a fait une vidéo, genre comment embrasser une femme dans la rue. Et en fait, la vidéo s'arrête au moment où il s'approche, genre il est à ça de son visage, où tu as l'impression qu'il va l'embrasser. Mais quand tu regardes l'angle de la caméra, tu vois la fille, elle tourne la joue et tu vois qu'ils vont se faire la bise. Mais il y a plein de mecs qui n'ont pas capté le truc et qui pensent que le mec, il lui a roulé une grosse pelle. Pourtant, c'est pas montré dans la caméra. C'est pas montré, la caméra coupe juste avant. Mais les mecs pensent que sa technique a marché et ils achètent. Et il y en a plein qui font ça. Ah, je suis très à l'aise avec ça, hein. Ça s'appelle le marché de l'espoir. Dans la communauté, il y a beaucoup de mecs qui sont initiés grâce à Tougan au marketing sale. Donc on connaît bien, hein, le B2P, business to pigeon.
Et que ça soit financier, amoureux ou même santé, hein, les mecs, le bouton magique, la pilule magique pour guérir. Les types sont prêts à tout. Oui. Je veux dire, quand ça va mal, t'as mal, ah, il y a un type, il te promet, mais vraiment, les yeux dans les yeux, il est là, sans trembler du menton, ton problème, ta douleur va s'envoler sans effort et pas cher. Hein. Oui. Je veux dire, comparé, ça ne sera pas 10 000 $, ça ne sera pas 5 000 $. Non, 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 2 000 $, oublie tout de suite, nous sommes entre amis. 1 000 $, même pas, seulement, et ça c'est un cadeau, je le fais juste à toi, 500 $. Ouais, pourquoi pas, hein, c'est du travail, c'est du business, je comprends très bien, je comprends mieux, ok, d'accord. Mais effectivement, la réalité est douloureuse. C'est-à-dire, tous les domaines de la vie, la boxe, le business, les femmes, la santé même, passe par la douleur. Enfin, dans la vie d'un homme, c'est pour ça que je suis déterminé à infliger un maximum de douleur à mes fils. Attention, il faut pas qu'il y ait des dommages après, tu vois, faut pas les blesser. Mais il faut surmonter la douleur de la manière la plus digne possible. Et vient la récompense. Mais il n'y a que ça. Dans ma vision des choses, un type de 15 à 25 ans qui n'a pas de valeur doit passer par la douleur du développement personnel parce que c'est forcément douloureux d'être hors de sa zone de confort et de faire des nouveaux trucs, d'apprendre, de s'en prendre plein la gueule, de pas baiser pendant tout ce temps-là, voilà, mais d'en chier. Et cette douleur intelligente, elle est récompensée par de l'expérience, par du skill, donc par du charisme, par plein de choses qui donnent de la valeur, et après, en fait, c'est jackpot, quoi. C'est sexe illimité, c'est pognon illimité, c'est tout ce que tu veux. Ah, ça, c'est une très bonne chose, effectivement, la douleur. Et le problème de beaucoup de mecs, il y en a beaucoup qui sont dans une posture où ils essaient de l'éviter. Alors qu'en fait, c'est une énorme connerie. La douleur te forme et aussi la douleur t'apprend à apprécier le plaisir de la réussite derrière. L'un ne va pas sans l'autre, tu vois. Parce que si t'as que du plaisir dans la vie et que tu souffres jamais, comment est-ce que tu apprécies le plaisir, tu vois. Je te prends un autre exemple également. Ça, c'est exemple que je prends tout le temps. Jusqu'à mes 19 ans, en gros, voilà, j'étais le geek introverti, j'étais en souffrance dans tous les sens du terme dans ma vie. Et à l'époque, je maudissais le destin ou ce que tu veux. Je disais, putain, mais j'ai une vie de merde, c'est injuste. Je le vivais comme une injustice. Mais avec le recul, donc 13 ans plus tard, là, on est 13 ans plus tard, je remercie en fait cette période-là et je remercie tous les mecs, tous les merdes qui me sont tombés sur la gueule parce que c'est ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Si ça ne m'était pas arrivé, je serais peut-être le petit technicien, le petit ingénieur qui fait un job de merde, qui se fait chier, qui a rencontré 2 nanas dans sa vie et qui a une vie insipide en fait. Donc en fait, je remercie, tu vois, tout ça. Et j'encourage toujours les personnes qui ont une vie difficile, servez-vous de cette douleur pour évoluer dans la vie parce que ça peut vous mener très très loin potentiellement. Et c'est ça qui va vous permettre d'apprécier la vie que vous allez obtenir après. Et je pense que tu le confirmeras aussi, Jean-Marie, mais il y en a tellement qui n'ont pas cette mentalité-là. Bah, c'est normal, ça fait mal. Les gens veulent esquiver quand ça fait mal. On est dans une société, enfin en France, vous, donc moi ça fait 10 ans que j'y suis plus, vous êtes dans une société d'assistanat total, de reward rapide, aux États-Unis aussi. Donc les gens, ils veulent tout de suite avoir la récompense, le petit plaisir. Ils veulent pas que ça fasse mal, ils veulent pas que ça soit compliqué. Et le marketing balance uniquement des produits et des offres qui correspondent à ce format parce que c'est ce qui se vend le mieux. C'est pas ce qui est de meilleure qualité, mais c'est ce qui se vend le mieux. Et donc, évidemment que la société est de plus en plus composée d'individus qui vont tout faire pour s'esquiver, pour échapper à la douleur. Sauf que quand on esquive la douleur à longueur de temps, on devient une balance. Alors, pas forcément juste une balance qui va au flic balancer quelqu'un, mais c'est dès qu'on fait face à un challenge ou une douleur, au lieu de prendre sa responsabilité et de confronter la douleur, on va pas prendre ses responsabilités, on va nier la situation et on va devenir, en termes de vibration, l'équivalent d'une balance. Et tout le monde déteste les balances. Et ça fait pas du tout rêver les femmes. À aucun moment, l'archétype de la balance se tape une meuf. Dans aucun film, dans aucune histoire, dans aucune réalité du monde. Et dans un des cours DBL que j'ai fait, DBL, c'était... pendant 2 ans, j'ai accompagné ma communauté, j'ai fait une communauté avant de les abandonner au bord de l'autoroute comme un chien. Et je leur donnais une éducation, et un des derniers cours, c'était la gestion éthique de la douleur, qui est un truc essentiel pour les hommes. C'est ok, t'as mal, il t'arrive un truc, comment tu réagis? Le pire des trucs, c'est de balancer ton pote.
Dire, ah, c'est pas moi, c'est lui. Non, non, tu la manges, ta douleur, et t'encaisses comme un homme. Ça veut dire que tu dis que C'est c'est ça, ma ça. faute, t'encaisses et tu bosses dessus, quoi, pour plus que jamais que ça arrive, et tu fais le taf pour récupérer un peu les choses. Hmm. Du coup, autre question, enfin, c'est plus une façon d'accabler la drague qu'une question, mais comme ça tu pourras réagir. Je vais te parler de mon expérience et surtout de mon réseau de puissance. Mon vrai réseau, c'est pas celui que j'avais créé DBL, et les gens avec qui j'interagis d'égal à égal, c'est des types qui en fait ont plus de puissance que moi. Hmm. Donc ils sont plus riches que moi, ils ont plus de contacts officiels que moi, ou ils ont des puissances technologiques que j'ai pas. Bon, bref, ce réseau qui est petit est composé exclusivement d'hommes, il n'y a pas une seule femme. Chacun de ces hommes, ou presque, est en couple, genre marié avec des enfants ou marié sans enfants, mais il est en Hmm. couple. Il est en couple avec une femelle à très haute valeur. Donc pas une bimbo, pas une débile, une meuf intelligente qui a soif de puissance. Et chacun de ces mecs en couple, ben, il n'y a aucun d'entre eux qui a dragué, en fait. C'est ça mon point. Aucun d'entre eux ne draguait quand il était jeune, ne drague aujourd'hui. C'est pas des dragueurs, mais pas du tout. Et pourtant, ils ont eu accès à une nana très bien. En dehors de ça, généralement, ils font comme moi, ils ont du sexe tarifé. Voilà. C'est pas généralement, c'est vraiment. Là, j'essaye de réfléchir, voir si j'ai des contre-exemples. J'en trouve pas. Parce que, en fait, ça va pas du tout, hein. Quand tu as des amantes à côté de ton couple, là, pour le coup, ta femme devient jalouse. Et là, c'est voyant. Une amante, elle te rappelle au Hmm. téléphone, elle a ton numéro. La Hmm. pute, pas du tout. C'est la pute, t'as pas son numéro, ça passe par un agent, personne t'appelle. Une pute, Ouais. jamais elle va taper à ta porte. Hmm. Bonjour, il est. Non, c'est même Ouais, la pute de t'as merde. beaucoup moins de risques, effectivement. Parce que c'est vrai que Mais si t'as des amantes à côté, t'as des histoires de jalousie, et souvent c'est pour ça que les histoires elles pètent, quoi. ouais, puis le temps investi, en fait, il y a une implication émotionnelle et tout le bordel. En fait, ton Hmm. épouse a raison de faire la gueule quand t'as des amantes. Hmm. Ça prend trop de temps. Alors qu'une pute. Et une amante, potentiellement, tu te barres avec. Personne se barre avec sa pute. La pute, elle Oui, te parce qu'elle ruinait peut si se tu fais un dire, ah, mais couple. ça se trouve, il va me préférer à Ouais. moi, et du coup, c'est le début des problèmes. Alors que si elle sait que c'est une pute, elle sait que c'est uniquement une relation tarifée sexuelle, Et et qui en dure fait, une ça la heure rassure un ou peu plus, deux, quoi. ouais, si t'es performant. Ouais, ouais. Mais c'est le temps, en fait. C'est vraiment le temps. Ouais. Une pute, ça prend pas de temps. Et ça se camoufle Hmm. bien, une pute. Genre, Hmm. tu te la fais livrer à ta pause de 15h, et puis voilà, tu vois. Et puis à 16h, tu prends ta douche, 17h, t'es à la maison. Une amante, non. Tu pars en Ouais. week-end avec elle. Enfin bref, je te dis, tous les hommes de puissance que je connais, il y en a aucun d'eux qui draguait. Vraiment, aucun d'eux. Et c'est des Hmm. mecs, ils ont aucun game, ils sauraient pas draguer. Tu les emmènes avec toi dans la rue, tu dis, va aborder cette nana, il va te regarder en mode, non, je rien à foutre, j'irai jamais, quoi. Et le fait qu'ils aient jamais dragué, est-ce que ce serait pas également un signe que la drague est une activité de loser? Parce que là, je te parle des mecs qui réussissent Ils le l'ont mieux. jamais fait de leur vie, c'est ça? Jamais, jamais, Ouais. jamais, aucun d'entre eux. Et ils l'envisageraient pas. Hmm. Ils l'ont jamais fait, ils ne le feront jamais. Hmm. Et c'est même pas parce que ils ont un code de valeur ou quoi. C'est juste comme manger du caca, tu vois. C'est pas parce que ça leur viendrait pas à l'idée, quoi. Ouais. Et ça ne m'est Bah, jamais venu à l'idée. C'est pareil. Et j'ai pas un principe contre la drague. C'est ouais. juste les rares fois où je me suis vraiment forcé à essayer parce qu'il y avait un contexte, je trouvais ça chelou. Et sans ça, sinon, je l'ai jamais fait parce que j'ai pas eu la pulsion. Bah, t'as ce qu'on disait tout à l'heure avec les différentes classes sociales, donc tu as ça qui joue. Tu as aussi, à mon avis, une part de personnalité quand tu cherches une solution. C'est-à-dire, bah, on a tous commencé, on a tous été puceaux dans notre vie, et on commence tous à un moment où on a zéro expérience avec les femmes. À partir de là, se pose la question, comment je fais pour avoir l'expérience, pour résoudre mon problème, comment je fais pour accéder au sexe, comment je fais pour être en couple. Et là, en fonction de ta classe sociale, de ta personnalité et aussi de ton vécu, tu vas explorer différentes solutions. La drague est l'une des solutions existantes. Tout comme dans mon cas, pour te dire très exactement comment j'ai commencé dans ce milieu-là, jeune étudiant, geek, mon réflexe c'est quoi? C'est Google. Donc je vais sur Internet, je tape comment séduire une femme. Et c'est comme ça qu'à l'époque, je découvre ce qu'on appelle la communauté de séduction, que je ne connaissais absolument pas. Je ne savais même pas que ça existait. C'était du coup hallucination totale. J'arrive, je découvre tout ce monde, etc. Et même, je découvre qu'il y a des techniques qui permettent de séduire des femmes, des techniques qui marchent. Et sur ces communautés, je découvre des mecs qui racontent dans ce qu'on appelle des field reports. Des field reports, en gros, c'est des mecs qui racontent leur soirée ou leur rendez-vous avec des nanas. Et en fait, quand j'ai découvert ça, ça m'a fasciné, tu vois. C'est quelque chose qui m'a parlé et du coup, c'est cette solution que j'ai choisie.
Mais peut-être que, je te prends un autre exemple, si à la place, j'avais rencontré, j'en sais rien, dans un bar, un businessman qui me dit, Mike, la solution pour résoudre ton problème, c'est de faire ça, 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 qui est complètement autre chose. Peut-être que je ne serais pas allé dans la séduction. Et je pense qu'il y a aussi une petite part de hasard par rapport à ça, tu vois, par rapport aux rencontres que tu fais, par rapport aux recherches que toi tu fais. Et effectivement, tu sais, la communauté de séduction, il y a peu de mecs qui savent que ça existe. Donc en fait, je pense qu'il y a une majorité de mecs qui tombent jamais dans ce milieu-là parce que dans les actions qu'ils ont faites, ils sont pas amenés à découvrir que ça existe. Et c'est une des solutions possibles, tout comme je suis sûr qu'il en existe plein d'autres, tu vois. Yes. Écoute, pendant que tu parlais, je t'écoutais absolument pas parce que j'ai une très faible capacité d'écoute. C'est pas toi, hein, tu t'exprimes bien, c'est moi qui suis un connard. Et je réfléchissais à comment draguer. J'essaye quand même d'être constructif et de me dire, attends, ça doit être possible. Imagine, t'es jeune, tu veux baiser, il C'est faut aller possible, draguer. ça, Il y a moyen. Il y a des Comment je méthodes. ferais? Tu vois, en y réfléchissant de nouveau, si je me foutais dans la peau de celui que j'étais à 15 ans, comment je ferais? Et je te donne ma théorie. C'est ce que j'ai imaginé à l'instant. Dis-moi si c'est complètement con ou pas. Peut-être que c'est con, hein, voilà. Ou alors peut-être que c'est réaliste. Imaginons, tu as 15 ans, et au lieu de fréquenter un groupe d'amis, tu fais ce que je faisais déjà à l'époque, tu vas fréquenter plein de groupes de gens. Ouais. Et j'allais d'un groupe à l'autre. J'étais un élément solitaire, mais qui connaissait plein de gens, parce que j'allais d'un groupe à l'autre tout le temps. Et dans ces groupes-là, l'erreur que je faisais, c'était de cibler directement les nanas. Je parlais qu'à elles. Et j'essayais de me les taper. Et j'avais pas l'impression de draguer, tu vois. Je fréquentais le groupe en entier, je délirais avec le groupe, mais j'allais vraiment vers les nanas. Et les nanas, je leur disais directement, je peux venir chez toi? Je les invitais à venir chez moi. Ça marchait pas, hein. Je baisais très peu. Je baisais infiniment moins que ce dont j'avais besoin de baiser. Ouais. Donc je vais pas commencer à me la raconter avec un passé de gentleman ou de Don Juan, c'était pas le cas. J'étais un galérien. Mais bref, si au lieu d'avoir fait cette technique de merde, j'avais fréquenté tous ces groupes, ça peut être des groupes de potes, ça peut être des groupes de sport, ce que tu veux, et au lieu de focus sur la nana, je focus sur le groupe, en général. Je focus sur les personnes qui ont le plus de charisme dans le groupe pour être vraiment leur pote et pour me mettre un peu au diapason, sans être un suceur, tu vois, mais apporter de la valeur d'une manière ou d'une autre, d'apporter de la bonne vibe, d'être léger, on va dire, tu vois, et surtout, de n'offrir aucune attention aux meufs, notamment celles qui m'intéressent. De poser ma position dans le groupe pendant le temps qu'il faut, 3 semaines, disons, que tout le monde me connaisse et tout le monde capte que je suis un mec cool. Et c'est possible, hein. Je veux dire, si tu commences pas à te griller en faisant n'importe quoi et que tu amènes de la bonne vibe. Ça marche. Hein. Ouais. Je te confirme que ça marche. Et c'est même. Attends, j'ai pas fini. Pardon. Sinon, parce que là, en fait, t'es juste cool, t'as apporté de l'énergie au groupe et t'as rien eu. Ça finit quand même ma bite dans une chatte, quoi, mon plan. Je suis pas fou. Donc, tu participes à la vie sociale du groupe, t'apportes de la valeur, à un moment ou un autre, t'apportes des biscuits, t'apportes un truc, tu vois, t'es un peu cool avec le groupe, mais sans faire le gratteur, sans rien du tout, en ignorant, en n'offrant pas ton attention aux meufs, donc tu deviens un peu mystérieux pour les meufs du groupe. Elles voient que t'es là, mais en même temps, tu leur parles pas et t'es pas relou et tu t'es pas cramé parce que t'as un peu fait gaffe. Et à un moment ou un autre, t'as l'occasion de discuter avec une de ces meufs et là, directement, t'essayes d'obtenir un rendez-vous intime. Ce que j'appelle un rendez-vous intime, c'est juste une discussion en dehors du groupe. C'est juste, t'es dans un parc, c'est genre, bah, tu peux m'accompagner, j'ai envie de te dire un truc. J'ai un truc à te dire. Et tu lui parles 20 mètres plus loin, c'est tout, tu vois. Tu peux m'accompagner à l'arbre, je veux te dire un truc. Et là, tu parles à la nana et tu lui dis directement, écoute, tu me plais. J'aimerais bien t'inviter. Et tu l'invites à faire quelque chose, un truc un peu plus intime dans lequel tu as une chance de l'embrasser. Une chance de lui tenir la main et lui dire que tu as envie d'être avec elle et de l'embrasser, quoi. Et faire ça brutalement avec plein de meufs dans plein de groupes. Ça veut dire un investissement de base dans chaque groupe, mais une fois que ça a commencé, il y a peut-être moyen. Et ce qui fait qu'il n'y a pas le risque de friendzone, c'est je me retrouvais meilleur pote de plein de meufs, tu vois, en allant dans plein de groupes et en discutant avec plein de meufs. Ça marchait, hein, j'en connaissais plein, et j'étais leur meilleur pote. J'étais le meilleur pote de 50 meufs. Horrible. Et c'était toutes des connasses, hein. Moi, j'étais un très bon ami pour elles. Elles étaient de très mauvaises amies pour moi, évidemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus d'amis femmes. Ça va beaucoup mieux. Et bref, pourquoi pas, cette théorie peut-être peut marcher de brutalement dire le truc, dire à la meuf tu me plais, et voir si elle a un doute, tu lui chopes la main, tu embrasses la main, puis tu embrasses le cou, tu embrasses, puis voilà, quoi. Et si c'est passé, c'est passé.
Ça passe, c'est valable comme Oui, technique? ça, dans le jargon, on appelle ça du social game, donc c'est-à-dire de la drague en cercle social, en gros, c'est pour donner un nom. Mais oui, ça marche. Ça marche. Après, pour beaucoup de gens, c'est entre guillemets la vie normale, quoi. C'est-à-dire, voilà, tu parles à des gens, tu connectes les groupes, tu organises quelque chose, etc. Et puis, les nanas qui te plaisent, tu fais quelque chose avec. Effectivement, il y en a qui font ça. Ça, c'est quelque chose qui marche. Après, il y en a beaucoup qui le font pas, soit parce que ils n'ont aucune intelligence sociale et ils savent pas faire, soit parce qu'ils sont ultra introvertis et ils n'osent pas faire, soit parce qu'ils n'ont pas d'amis. C'est une autre raison possible aussi. Ou alors, autre raison, parce qu'en fait, dans tous leurs groupes sociaux qu'ils connaissent aujourd'hui, ils ne connaissent pas de femmes qui leur plaisent. Donc, en fait, ils sont obligés d'aller chercher ailleurs. Et souvent, quand je coach des clients qui sont comme ça, c'est-à-dire qui ont un certain nombre d'amis femmes, d'amis mecs et des groupes sociaux, et ben en fait, ils viennent vers moi parce qu'en fait, ils ont aucune nana qui leur plaît dans ces groupes-là, ou alors celles qui leur plaisaient, ils ont déjà tenté leur chance et pour une raison ou une autre, ça n'a rien donné. Donc en fait, ils sont obligés d'utiliser d'autres canaux de rencontre et c'est pour ça qu'ils s'intéressent à d'autres méthodes de rencontre. Ouais, et petit disclaimer, les meufs dont je m'étais déjà fait l'ami et auprès de qui je disais à un moment ou un autre, j'ai envie de te ken, je disais pas comme ça, hein, mais finalement, je réussissais à avoir une invitation pour aller chez elle, mais la meuf, je la connais déjà depuis 6 mois, elle croit que je suis son meilleur pote, et là, j'essaye de la ken, ça crée toujours un gros malaise. Ça ne marchait jamais, ou presque, et ça créait toujours, il fallait vraiment beaucoup d'alcool pour que ça marche, quoi. Et même quand ça marchait le lendemain matin en décuvant la meuf, c'était pas génial, quoi. Ouais. Et puis moi aussi, je décuvais parce que je me bourrais avec elle. Donc faire le copain en croyant que ça va marcher un jour, faire l'ami, c'est vraiment la pire merde et c'est se trahir soi-même. Et aujourd'hui, les moments où je suis pas avec des putes, bon, c'est les actrices porno que je fréquente, mais les actrices porno, elles couchent pas de base avec toi. Faut pas croire que ces nanas sont des nanas plus faciles que d'autres. Elles sont très sollicitées. Donc elles ne sont pas faciles. Et une actrice porno n'est pas censée coucher avec les producteurs, rien ne l'oblige. À aucun moment. Mais si j'arrive à coucher avec elle, c'est juste que ces nanas, j'avais une rencontre avec elle avant les films, j'ai un protocole, je refuse absolument de coucher avec de travailler avec une meuf avec qui j'ai jamais eu une discussion. Et la plupart du temps, la rencontre, elle se faisait chez moi. Si la nana me plaît, une fois qu'on avait bien discuté, qu'on avait rigolé un peu et tout ça, qu'on s'était mis d'accord pour un tournage, à un moment ou un autre, on change de pièce. Parce que pour changer d'ambiance, il faut toujours changer de pièce. Ça, c'est un truc que j'ai senti. Donc je change de pièce, et la nana, je lui dis, viens, assieds-toi sur mes genoux, et à partir du moment où elle est assise sur mes genoux, je l'embrasse, et puis voilà, quoi. Mais je discute plus. Quand on a changé de pièce, j'arrête de discuter, et c'est peut-être arrivé que ça foire, mais tellement rarement que je m'en souviens à peine. Ça marche toujours. Et généralement, quand je l'embarque dans une autre pièce, c'est que j'ai envie d'elle. Et si j'ai envie d'elle, c'est parce que je sens qu'elle est à l'aise avec moi, il y a une réciprocité. Et c'est des nanas que je connais pas, hein, que je connais depuis 1 heure à chaque fois. Ah oui, en plus. Et les rares fois où j'ai été avec, parce que ces dernières années, c'était vraiment que des professionnels du sexe, putes ou actrices. Les rares fois où j'étais avec des nanas qui ne sont pas des professionnels du sexe, par le hasard du destin, c'est arrivé quelques fois quand même. Bon, ben, ça a toujours été ça, hein. Ça a toujours été une petite discussion qui était hors contexte pour autre chose. La meuf me plaît un peu, du coup, je m'organise pour qu'elle vienne chez moi. Elle vient à la maison, parce que je paye le taxi, je suis un peu sympa, et voilà, elle est curieuse. Et quand elle arrive chez moi, on discute un peu, je lui sers le thé, et après on change de pièce, je l'assois sur mes genoux, je l'embrasse, et pareil, ça marche toujours. C'est un peu bourrin, ça m'est arrivé qu'une meuf m'embrasse un peu, se fasse un peu tripoter 10 minutes, puis d'un coup qu'elle se lève et qu'elle dise non, attends, on se connaît à peine et tout ça. Ouais, pas trop vite, j'ai un autre rendez-vous. Souvent l'excuse c'est ça, genre j'avais pas du tout prévu, je suis très surprise, je suis très flatté, mais je suis très surpris, j'ai un rendez-vous. Et en fait, quand la meuf fait ça, elle se barre, je la revois jamais, quoi. Et ça me va, c'est qu'elle voulait pas de moi. Et je suis pas non plus un top modèle, tu vois, donc je suis pas un mec si sympa que ça, enfin j'imagine, quoi. Enfin, j'ai pas, je suis narcissique, mais pas au point de croire que les nanas se retournent sur moi. Je suis quand même lucide. Après, même, tu sais, des fois, ça dépend pas forcément de toi. Des fois, tu as des éléments externes qui font que ça foire pour une raison X ou Y avec une meuf. Et faut toujours comprendre que voilà, tout ne dépend pas forcément de soi. Ouais, je me pose pas tellement de questions en fait. J'ai complètement arrêté la phase de se poser des questions. Tout ce que je me demande, c'est qu'est-ce que je veux. Okay, qu'est-ce que je veux. Et une fois que je sais ce que je veux, bon, généralement, ce que je veux, c'est du cul, et je demande à mon assistante je lui donne des critères.
Je lui dis, je veux une meuf entre 45 et 50 Ah, kilos, c'est elle qui c'est elle qui fait la recherche? Ouais, j'ai pas le temps. Donc, Ah ouais, là, c'est la sous-traitance ultime. bah écoute, donc je reçois, tu vois, elle m'envoie là un message avec 3 propositions des meufs parce que non, mais c'est un peu galère de se faire livrer une pute. Parce que quand tu vas sur les sites, tu vois plein de photos. Oui. Mais les meufs, est-ce qu'elles bossent aujourd'hui? Et même si elles sont sur le calendrier, donc officiellement elles bossent aujourd'hui, ouais, mais les putes, c'est toujours malade. C'est toujours mal à la tête ou quoi, c'est des meufs en pire. D'ailleurs, je voulais te poser cette Donc, question. j'ai pas une demi-heure à passer pour appeler toutes les putes pour savoir est-ce que t'as le cul de travers aujourd'hui, quoi. Donc oui, hein, c'est mon assistante. Je vais te poser cette question sur les sites, tu sais, sur les sites d'escorting, etc. Tu vois Mm. toujours plein de photos avec des meufs avec des corps de malades. Je me suis toujours demandé, est-ce que ce sont des vraies photos ou est-ce que c'est totalement fake? Ouais, ça dépend évidemment des sites. Si le tarif est en dessous du prix du marché et que la meuf, elle est 3 levels au-dessus du marché, oui, tu es face à des photos qui sont fake. Si tu es sur un site ultra VIP avec photo garantie et que c'est un site avec un standard de qualité, c'est comme quand tu es dans un resto 5 étoiles. Si sur le menu, il y a écrit que ta viande, elle vient de tel endroit, oui, ta viande, elle vient de tel endroit. C'est pas de la viande de rat. Mais ça dépend de l'établissement. D'accord. Mais c'est comme tout, hein. Je veux C'est dire, vrai. si ton iPhone, c'est le dernier iPhone, mais que tu l'achètes dans la rue à un gitan qui te le vend 30 balles, ouais, c'est Ouais, peut-être un ça, faux. c'est vrai. C'est vraiment comme tous les services du monde, hein. Il n'y a pas de C'est vrai. Bah, quoi que c'est ce du soit bon de sens, quoi, à la fin, quoi. spécial. Ouais. Du coup, est-ce qu'il te restait des questions à mon égard? Ouais, j'en avais deux. Eh ben, balance. Et après, je vais Première filer question. parce que j'ai des invités, donc je reste 20 minutes de plus. Première question, si tu devais résumer ta vision de la séduction en 5 points, ce serait quoi? Comment tu la résumerais? Un truc de loser? Ah, en 5 points. Ouais, en 5 points, ouais. Donc, un truc de loser, un truc de pauvre, une perte de temps, une nuisance, putain. En plus, ça donne mauvaise réputation aux autres mecs. Et Fabrice Julien. Ça se trouve, il va tomber sur cette vidéo. Ah bah je pense, il consomme tout mon contenu. Et en plus, comme, enfin, je sais pas s'il regarde ta chaîne, mais comme je sais qu'il Si, il il adore. réagit très très négativement à la critique, donc là, s'il écoute cette vidéo, qu'on est en train de parler de lui, il va, Ah, il va au adorer. mieux, il va spammer les commentaires, au pire, il va, enfin, il a déjà mené, je sais qu'il a déjà parlé de, il y avait des personnes qui parlaient de lui, genre il a envoyé des mails en mode non, vous n'avez pas le droit de dire ça, je demande la suppression de la vidéo, machin. Ouais. Pas à moi, mais à d'autres, je sais qu'il a déjà fait. Non, et en vrai, Fabrice, si tu nous écoutes, j'essaye de pas sourire. Hein. J'essaye, sérieux. Je te présente mes excuses sincères pour toutes les fois où j'aurais heurté ta sensibilité, où j'aurais été méchant. J'ai été méchant à ton égard, Fabrice, c'est vrai. Dans ma jeunesse YouTube, des fois, je cherchais le clash pour le clash. Je l'avoue, quand je me cherchais, quand je tâtonnais, tu étais une cible facile parce que c'est toujours un petit peu aisé de s'en prendre à des projets bancals, à des mecs qui incarnent pas du tout ce qu'ils sont censés représenter. Enfin, c'était facile de s'en prendre à toi et je trouve pas ça glorieux. C'est un peu comme quand tu es petit à l'école et tu vas décider d'aller taper sur le mongolien. Tout le monde lui met déjà des claques et tu y vas et tu te sens fort pendant 5 minutes parce que toi aussi tu as mis des claques et en fait tu viens de frapper le pauvre mongol qui en a pris plein la gueule toute sa vie et s'en prendre à Fabrice Julien c'est un peu la même chose, c'est pas glorieux et pour cette raison Fabrice j'espère que tu te sens mieux, que mes mots te font du bien physiquement et un soulagement ou pas Fabrice? Est-ce qu'il y a une larme de joie qui coule? Si oui, j'ai bien parlé. Sinon, je suis désolé, je suis un être qui manque de sensibilité. Je te pose l'autre question. Tu disais tout à l'heure, tu voulais faire des enfants, tu vas avoir des Ouais. fils. Imaginons que tu aies un, deux, trois fils, peu importe. Non mais Tu des dois filles lui... aussi, hein. Bah là, ça Je s'adresse vais- justement aux fils. On va imaginer que c'est un Parce qu'il mâle. y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, on m'a demandé est-ce que si tu as des filles, tu vas les asperger d'acide à l'indienne? Et j'ai répondu non, non. Si j'ai des filles, je continuerai de faire des enfants jusqu'à avoir des fils. Ouais, c'est un... C'est dans une vidéo récente, je parlais des Ok. Pakistanais ou des Indiens ils ont un truc Ah, avec ça, j'ai pas tu vu. vois, l'acide plus fort que l'amour. Alors du coup, demain, tu as un fils, tu dois lui donner 3 conseils de vie à propos des femmes. Qu'est-ce que ce serait?
En disant, fils, tu sais, les femmes, et là, tu dis 3 choses. Ah, première chose, c'est fils, mets une capote. Hein. Tu vas choper une merde, là, tu vas pas la voir venir, tu auras un furoncle sur la bite, tu vas venir me voir, papa, tu vas pleurer, et je vais comprendre tout de suite ce qui se passe, ne me la montre pas, mais je t'aurais prévenu, mets une putain de capote. Voilà, premier conseil. Deuxième conseil, ignore les femmes autant que possible, car ta plus grande arme à leur égard, c'est l'attention que tu leur portes. Deviens un mec extraordinaire. Et t'as pas besoin d'attendre 25 ans, tu vois. Moi, je parle aux gens normaux en disant à 25 ans, t'auras de la valeur. La valeur, c'est pas que l'argent. Hein. Soyons sérieux. Être un geek millionnaire ne suffit pas à attirer les femmes. Non. Faut être un vrai mec. Et être un vrai mec, ça veut dire avoir du charisme. Et le charisme, ça ne se triche pas. Tu peux, sur un mensonge, endormir une meuf pendant une demi-heure, mais elle va te cramer. Elles sont très sensibles, en fait. Faut pas les prendre pour des idiotes. Elles captent tout, les meufs. Et pour être un vrai mec, avoir du charisme, il faut être bon sur plein de points. Il faut avoir une coordination. Rien que la manière dont tu marches, ça trahit ton aisance physique. Ton aisance physique, tu peux pas la chier, tu peux pas la tricher. Tu es obligé d'avoir fait du sport toute ta vie. Quand tu es acrobate, quand tu sais boxer, faire de la lutte, que tu sais faire de l'escalade, ça se sent quand tu t'assois sur un siège, quand tu prends ton verre, quand tu te lèves, quand tu fais 3 pas, on voit directement. C'est des trucs à la con. Quand tu parles aux gens, on capte tout de suite. Est-ce que tu sais donner des ordres ou pas? Est-ce que tu sais donner une récompense verbale, tu vois, un compliment, quelque chose ou pas? Il y a plein de trucs. Est-ce que tu as l'esprit structuré? Quand tu parles, on comprend ce que tu racontes? Ou alors ça a ni début, ni fin, ni queue, ni tête? Il y a plein de choses comme ça. Et tu n'as pas besoin d'attendre 25 ans pour avoir ce niveau de valeur. Donc, déjà, tu vas développer ton niveau de valeur à fond parce que mes fils, ils auront des coachs high level dans tous les domaines de la vie. Et je ne veux pas m'en occuper moi-même, de mes fils, parce que je vois bien comment ça se passe quand tu t'occupes toi-même de tes enfants. Ils abusent de toi à cause de la relation particulière qu'ils ont, et c'est très difficile d'avoir un gros level de discipline comme un vrai maître aurait. Un maître n'en a rien à foutre des émotions de son disciple. Il lui impose la douleur. Quand t'es père, et surtout que c'est ta fille, qu'elle pleure et qu'elle est toute mignonne, c'est dur de lui remettre un coup de baguette et lui dire non, tu fais tes 10 pompes de plus, tu fais tes 3 pirouettes de plus si c'est de la danse. Enfin, tu vois, donc non, ils auront des maîtres. Il y aura un peu de pédagogie avec moi. J'essaierai d'être aussi dur que possible, mais j'aurai des failles car j'ai un cœur et comme un père, j'aimerais mes enfants beaucoup trop. Ça sera déséquilibré, cet amour passionnel. Bref, maximum de valeur. Et la résultante de cette valeur, c'est les filles te verront, elles auront le désir ardent que tu leur offres ton attention, et toi, tu devras limiter l'attention que tu leur accordes. Et le moment où tu leur offres ton attention, c'est un moment magique. Et si elles sont intelligentes, elles feront tout ce qu'elles peuvent pour avoir cette attention. Et je me comporterai comme ça avec mes enfants, c'est-à-dire que je limiterai l'attention que j'offre à mes enfants volontairement. Par contre, les moments limités d'attention offerts seront d'extrême qualité. Les moments avec papa, ça sera mieux que Disneyland. Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Ou des fois, ça sera très dur, mais ça sera des moments qu'ils oublieront jamais. Donc, je vais essayer d'être super intense, mais super juste aussi. Hein. Je ne vais pas faire des trucs de fou. Je ne vais pas les traumatiser. Il ne faut pas qu'il y ait des séquelles psychologiques, des syndromes post-traumatiques ou ce genre de conneries. Non, je suis un être raisonnable. Mais voilà, une attention super qualitative. Et au début, ils ne captent pas, hein, que ça soit les enfants ou les femmes. Au début, ils ne savent pas quitter. Donc, tu ne donnes pas d'attention. Et à un moment ou un autre, tu donnes une attention de super qualité. Ils vont peut-être la gâcher, que ce soit les gosses ou que ce soit des femmes. Ils vont peut-être passer à côté. Oui, mais tu te casses. T'es là, ah oui, tu n'es pas réceptif, il n'y a pas de souci, j'ai mieux à faire, ciao. Tu te casses, comme un homme, tu fais tes pas, et là, tu tournes le dos, tu t'en vas. Et la fois suivante, une fois que le gamin ou la nana, parce que les femmes sont des enfants, hein, auront réfléchi, se sont dit, merde, j'ai peut-être gâché un moment, tu vois, j'ai laissé passer l'opportunité, parce que là, j'étais en train d'avoir un bon moment avec papa, ou j'étais en train d'avoir un bon moment avec le mec, et finalement, j'ai gâché le moment, quoi, j'ai été bête. Et la prochaine fois, elle sera moins bête. Ou si tu tombes sur une nana moins bête, elle gâchera pas le moment. Ou mes gamins qui ont besoin de leur papa, la prochaine fois, ils feront moins les cons. Genre, au lieu de faire un caprice et se mettre à pleurer et que je me barre, je vais leur apprendre que pleurer, ça ne marche pas avec moi. Je me casse. Je vais pas leur mettre des coups de poing dans la gueule. De temps en temps, mais pas trop. La plupart du temps, je vais juste me barrer. Et je leur apprendrai ça à mon fils, je lui dirais, limite l'attention que tu portes aux femelles. Si tu leur en offres trop, tu deviens leur chien. Et ça, c'est un excellent conseil que je valide à 200%. Et je pense d'ailleurs, ça c'est une conviction personnelle, je pense qu'une... Enfin, je t'apprends rien, le marché des rencontres aujourd'hui, surtout en France, ailleurs c'est différent, mais en France, est extrêmement déséquilibré aujourd'hui en faveur des femmes.
Et pour Mhm. moi, une bonne partie de l'explication, alors tu sais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la tendance des gens à désigner un coupable externe. Aujourd'hui, bah, les gens désignent le coupable externe comme étant les applis de rencontre, le féminisme, etc. Mais pour moi, une bonne partie de l'explication de ce déséquilibre, c'est le comportement général des mecs. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup déjà qui ne se respectent pas. J'avais un ami, il avait une phrase un peu violente pour dire ça. Il disait putain, ils vendraient leur mère juste pour baiser, tu vois. C'est-à-dire les Mhm. mecs, ils seraient prêts à se prosterner devant une nana juste pour tirer un coup. Et je pense qu'une large partie des problèmes qu'il y a aujourd'hui viennent de ça, de ces mecs qui ne se respectent pas, qui ne respectent pas la valeur de leur temps et surtout qui donnent leur attention à n'importe qui. Et résultat, qu'est-ce qui se passe quand tu donnes ton intention à n'importe qui? Bah, les femmes se disent ah bah c'est bon, en fait, je peux faire n'importe quoi, j'ai quand même son attention. Donc, du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est la porte ouverte à tout, à n'importe quoi. Et en France, aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est le problème du marché d'aujourd'hui. Non, non, mais évidemment, c'est pas la faute des femmes, c'est pas la faute des médias qui féminisent les femmes, Hmm. c'est la faute des mecs qui devraient être en position dominante, donc qui sont responsables et qui ont, par peur de la douleur, nié leur responsabilité et qui ont fui leur responsabilité. Et Oui, en fait, ce même phénomène s'applique à tous les domaines de société. Pourquoi est-ce que la France, qui était au sommet du monde dans les années 70, est en train de devenir un enfer islamo-communiste? Parce que les Français, les mâles français, ont fui leurs responsabilités. oui. Ils ont laissé pisser. Hmm. C'est tout. Et ils vont crever. Il y aura sans doute une guerre civile à un moment ou à un autre. Le seul moyen ou le seul espoir qu'ils esquivent, c'est en se soumettant complètement, en devenant des dhimmis. C'est sans doute ce qui se passera. Les Français sont des merdes. C'est pour ça que je me suis cassé il y a 10 ans. C'est un peu dur comme message quand ma clientèle est très française, Hmm. mais les rares mecs qui m'écoutent tombent souvent d'accord avec moi. Et puis ceux qui m'écoutent vraiment se cassent, s'échappent et me remercient de les avoir poussés à passer le pas Hmm. parce qu'ils vivent quand même vachement mieux dans des territoires qui sont plus favorables au développement. Je veux dire, quand tu risques plus ta vie, quand tu peux faire du business sans être taxé à 70%, quand il y a des femmes qui sont normales, c'est-à-dire qui récompensent la bonne attitude. En France, tu es Hmm. un gentleman, tu te fais punir pour ça. Oui, oui. Tu tiens la porte à une femme, tu essaies de lui mettre la veste, tu lui payes son dîner. J'ai une très mauvaise expérience de quand j'ai essayé de faire ça, ça ne marchait pas. Je passé beaucoup de temps en Europe de l'Est. De temps en temps, je revenais en France. Hmm. J'essayais quand même de niquer toujours en appliquant les mêmes techniques, hein, c'est-à-dire en me comportant bien avec la nana. Un bouquet de Hmm. fleurs, un truc, un resto, Oui, des trucs. Je n'étais pas farfelu, hein. Pas parce que je suis acteur porno que je suis fou. Et c'était très très mal reçu. C'est vraiment très mal reçu. Et j'ai arrêté, hein. Les dernières visites que j'ai faites en France, c'était il y a 5 ans. J'ai même pas essayé de sortir de chez mes parents, en fait. Tout ce que j'ai essayé, c'est d'accélérer ma démarche de visa pour repartir plus vite. ouais. Bah, je vais te prendre un exemple. Attends, c'est quand la première fois que je suis allé? La première fois que j'ai eu un choc à ce niveau-là, c'est en 2018 ou 2019, je sais plus, quand je suis allé pour la première fois en Pologne. Et là, j'ai eu un choc parce que j'ai vu les immenses différences par rapport à la France. Bon, déjà en termes d'insécurité, etc. Et il n'y a que quand tu vois cette différence que tu t'en rends compte. En fait, quand tu es en France H24, tu t'en rends pas compte. C'est ton quotidien. Tu dis, il y a plein de gens qui disent ça, tu dis, ça a toujours existé, c'est comme ça, c'est normal, etc. Les gens restent, se résignent, en fait. Et quand je suis allé pour la première fois à Varsovie, qui est une ville que j'aime beaucoup, bah en fait, c'est pas du tout la même ambiance. À Varsovie, il ne t'arrive jamais rien. Et quand je demande aux nanas à quoi ressemble leur vie là-bas, les nanas s'habillent comme elles veulent, elles se font jamais emmerder parce que les mecs les respectent là-bas. Et en discutant avec elles, je trouve qu'on a de plus en plus une mauvaise image au niveau de la France à l'étranger parce que ça commence à se savoir. Tout finit par savoir un jour ou l'autre. Et on passe pour des cons, honnêtement. Et ça a été vraiment un choc quand je me suis rendu compte de ça. Et puis aussi parce On que est, tu avais dit. on est des grosses merdes. Le peuple français est devenu une petite pute, une merde. Bah, tu regardes tout ce qui se passe dans les médias, quand j'en parle aux Polonaises, mais ça les sidère. Elles se disent putain, c'est ça la Ouais. France. Il y a qu'à voir, tu sais, les gens se disent ouais, Macron et tout, c'est horrible. Oui, mais non, il est très représentatif du peuple français.
Les Français ont le président qu'ils méritent. Hollande aussi est très représentatif du peuple français, je trouve très représentatif. Et c'est cruel, parce que la population française, j'ai voyagé 15 ans, donc j'ai un peu de recul là-dessus. La population française, aussi médiocre soit-elle, compte des individus d'exception. Genre certains des mecs qui ont le plus de valeur au monde, aujourd'hui encore, sont des Français. Oui. C'est ça le paradoxe de la race française, c'est qu'il y a le génie dans nos gènes, et t'as un mec sur 1000 qui est exceptionnel, qui est un mec incroyable, et t'as le reste qui est tombé tout au fond des chiottes, et t'as cette réputation qu'on a encore, tu vois, d'être au sommet du monde, parce que Paris, la ville de l'amour, parce que la science, parce que la culture, parce que c'est exactement ça. Et les gens y croient encore, hein. Bon, ça commence à savoir, comme tu le dis, mais en voyageant, les gens sont toujours la France et tout, incroyable. Je suis ouais, c'est gentil. Bon, ils sont pas encore, je leur dis pas, tu vois, j'essaye de pas cramer le truc, mais bon. Regarde Paris par exemple, les nanas, que ce soit en Pologne, Roumanie ou ailleurs, celles qui fantasment sur Paris, c'est celles qui sont jamais allées. Elles vont dire Paris c'est trop bien, machin, parce que elles sont bercées avec l'image de Paris au début du XXe siècle, c'est-à-dire il y a un siècle, tu vois, c'est-à-dire la Tour Eiffel, etc. Et aujourd'hui d'ailleurs, l'attrait de la ville parisienne se repose beaucoup sur des choses qui datent d'il y a plus d'un siècle. Et finalement, une nana qui va à Paris, c'est quoi la première chose qu'elle voit? C'est Gare du Nord. Parce qu'en général, elles prennent le RER, tu vois, elles ne prennent pas le taxi. Donc, c'est Gare du Nord. Le RERB. Donc, ouais, en fait, avant de voir Gare du Nord. Ah oui, t'as les banlieues avant. Elle passe par le RERB et elle découvre, tu vois. C'est le test bactériologique. Déjà, il faut qu'elle survive jusqu'à Gare du Nord. C'est compliqué. Bah ouais, et c'est la première chose qu'ils voient en arrivant. Donc, c'est comme passer dans un côlon. C'est malheureux, mais ouais. Écoute, c'est le cycle de la vie, hein. Comme disait le père de Simba, en chantant, je ne sais pas chanter, je ne vais pas me mettre à chanter, mais tu sais, dans le Roi Lion, il est là, c'est le cycle de la vie, je sais pas quoi. Non mais, je veux dire, à un moment, la population... Oui, c'est vrai. Comme un organisme vivant, elle a ses hauts et ses bas. Il y a la naissance, tu te chies un peu dessus, t'es pas très beau. Puis tu grandis, tu deviens un adolescent, c'est pas mal, tu deviens un adulte, t'es au sommet de ta puissance. Puis tu vieillis un peu et finalement t'es très très vieux, tu te chies de nouveau dessus, tu perds ta tête et tu crèves. Bon, toute civilisation, plus ou moins lentement, a ses cycles. Et tout, hein. Tu vois, je suis en Europe de l'Est, ça se passe bien en ce moment. Et il y a 20 ans, ça se passait pas bien. Et il y a eu des moments en Europe de l'Est, ça se passait pas bien du tout. Genre le moment du communisme, quand il y avait des camps de travail, quand Staline il enfermait la moitié de la population sur une suspicion de paranoïaque, ça se passait mal globalement. Bon, là ça se passe mieux. Oui, ça se repassera mal, c'est sûr. Et c'est le cycle de la vie. Oui, j'aimerais bien savoir chanter. Là, je mettrais bien un background, un petit karaoké, et je finirais le live comme ça. S'il y en a dans le chat qui peuvent chanter. Tu fais un extrait, le Roi Lion, c'est le cycle de la vie. Le Roi des Naines chante le Roi Lion. Et en background visuel, tu me mets le RERB, Gare du Nord et toutes les bactéries vivantes qui la représentent. Ouais, alors... On finira pas mieux que ça. Écoutez les mecs, si vous vous dites qu'il faut avoir un peu de game, achetez les produits de Mike qui sont dans le lien en description. Si vous êtes sur ma chaîne, il y aura un lien d'affiliation qui me servira à toucher 50% des revenus et à me payer des putes, je le promets. Je dépenserai mon argent pour soutenir le marché national de la prostitution là où je me trouve. Et si vous êtes sur la chaîne de Mike et que vous pensez que mes produits pour bien bander ou alors mes produits pour gagner de l'argent, je vais vous mettre une compile en dessous. Parce que j'ai des trucs pour les cryptos pour gagner du fric et qui marchent. Hein. J'ai des trucs foireux en crypto, là je vais vous mettre les trucs qui marchent, vous avez de la chance. Pour de vrai. Hein. Mais par contre, c'est des trucs, vous n'allez pas faire x10, vous allez faire x2, mais vous allez le faire. Les trucs x10, il y a toujours, il y a 9 chances sur 10 que ça foire. Hein. Bon, vous allez en description, vous cliquez dessus, ça fonctionne. Mes produits de coaching sexuel, ça fait 7 ans qu'ils sont en ligne. Ils ont très bonne réputation, c'est pour une bonne raison. C'est fonctionnel, c'est très pragmatique. C'est comme de la gym, la muscu, tu vois, tu as ton programme pour faire des gros biceps, des gros pecs, ce que tu veux. Bon, là, c'est pour ta bite. Et les trucs crypto, pareil, ça fait 1 an là, que le produit Canal Satoshi, il est en ligne. Les mecs, ils sont fait plus 109% l'an dernier en suivant les signaux. Et il y a les preuves et tout le bordel. Ça veut pas dire qu'on refera pareil l'an prochain, hein, tu vois, c'est du trading, il y a toujours, on sait pas, hein, ça se trouve, on va faire moins 109, je pense pas.
Pour l'instant, ça se passe bien. Et c'est toujours la même équipe de traders, donc ça va aller. Du coup, voilà pour les produits. Est-ce que tu as une conclusion, mot de la fin? Moi, c'est artiste de rue. Tu vois, quand c'est fini, je sors le chapeau, je dis envoyez l'argent. Bon, je dirais conclusion, c'est l'histoire de la vie. Chante pour moi, danse. En chantant super mal. Monte sur ton bureau et chante. Putain, la dernière fois que j'ai fait les cours de chant, c'était au collège, mais c'était une atrocité, quoi. Tu dois chanter devant tout le monde, Belly Lambert. Je crois que c'est peut-être la fin de ma vie où je me chie le plus dessus, quoi. Il faut pas aller à l'école, c'est pour ça, c'est ça l'erreur. Il faut refuser l'éducation nationale. Enfin, en France, en tout cas. Hein. Bref, je te fais une grosse bise. Moi, je vais aller m'occuper un petit peu de mes invités. Ouais, non, mais merci à toi. Ça faisait longtemps que je voulais discuter avec un dragueur. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Fabrice Julien, qui est un homme exceptionnel. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Eh ben, merci à toi, Jean-Marie. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange. Je t'avoue que c'est pas tous les jours qu'on échange avec une personne qui a ton background. Donc, merci à toi. Ravi de t'avoir procuré du plaisir. C'était dit bizarrement, mais tant mieux, quoi. Pareil, j'ai passé un bon moment. Je te fais une grosse bise. Salut! Merci, Jean-Marie. Ciao!